Wesh, wesh les gens, wesh les... Alors, attendez. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, j'ai mon micro, c'est cool. Alors, je vérifie mes niveaux. Ok, normalement, vous m'entendez. Le chat est là, il a quitté la chaise, tout le monde est bien, sauf que j'ai pas fait ma pub sur Facebook. Car des gens utilisent encore Facebook, les gens, sachez-le. Et on m'a même déjà dit sur Facebook, ah cool que t'aies parlé du live que tu vas faire, machin. Donc il y a des gens qui connaissent ce que je fais un peu par Facebook, par ma page Facebook. D'ailleurs, voici mes réseaux sociaux, rappelons-le, hein, rappelons-le. Je suis présent sur divers réseaux sociaux, en particulier à Twitter quand même. Donc, je me rappelle toujours de ce commentaire pour me dire, attends, il y a vraiment des gens sur Facebook qui peuvent tomber sur l'annonce du live et être intéressés. Donc, voilà, petite annonce, c'est quasi fini. Ok, en parlant d'annonce d'ailleurs, c'est quoi le programme? C'est quoi le programme? Salut Humo Voice, bienvenue à toi. C'est quoi le programme ce soir? Plusieurs trucs, c'est un peu un live de rentrée, même si c'est pas mon premier live de l'année. Le précédent live, c'était en mode je reviens d'Islande, on parle d'Islande et tout. Bon. Là, vraiment, on repart sur les bases du React, sur des trucs, notamment des trucs psycho. Donc, on va regarder des trucs psycho. Il y a une ancienne vidéo en fait du média sur la question de la situation de la psychiatrie en France. Alors, attendez, est-ce qu'il est. Ma webcam elle est pas droite. Hein. Ouais, c'est mieux quand c'est droit, c'est vrai. La situation de la psychiatrie en France, donc on va regarder ça. J'ai aussi vu passer, ça c'est plus récent, mais Marie-Estelle Dupont, la psy préférée des réacs. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. On va découvrir ça voilà, dans une petite vidéo. Ensuite, on regardera pareil une autre vidéo sur le rap et l'extrême droite. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vu passer il y a quelques temps et tout. Je me suis dit, je vais y réagir en live, mais bon, voilà, j'étais en pause de live, donc j'attendais de pouvoir reprendre. Donc c'est maintenant qu'on va regarder ça. Euh, alors, attendez, j'ai mon Twitter sur l'écran. Et ensuite, on va terminer par ce que j'appelle le quart d'heure islandais, qui va pas durer un quart d'heure. Un quart d'heure islandais, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tu la connais, toi. Moi, je vais découvrir. Quart d'heure islandais, donc ce que je disais dans le précédent live, c'est que je suis revenu d'Islande avec ce bouquin, qui est un bouquin de poésie, Bonus Ljóð, sachant que Ljóð, qui est écrit ici, ça veut dire poésie, donc poésie de Bonus. Bonus, des magasins Art Discount en Islande. Donc c'est comme si ça s'appelait Poésie de Lidl ou Poésie de Franprix. Voilà. Et je trouve ça marrant que le premier bouquin d'un auteur islandais, qui est l'auteur préféré d'une pote à moi, ce soit des poésies autour du supermarché, quoi. Du supermarché le moins cher d'Islande. Donc on s'était lu un poème la dernière fois, on va en lire un autre. À la base, je l'avais pris pour le lire moi de mon côté, et puis en fait, je me suis dit, ah, ça peut faire un petit, voilà, toujours voilà, un petit moment dans le stream. Tout comme on avait regardé ensemble un épisode de la série Næturvaktin, qui veut dire service de nuit. Voilà, c'est une série comique islandaise qui est un classique là-bas, mais qui est quasi introuvable, parce que c'est un vieux truc des années 2000. Donc j'ai pu trouver quasi introuvable, puisque j'ai pu quand même trouver des épisodes. Donc la dernière fois on avait regardé ça et on m'avait dit dans le chat, ah ouais c'est cool, ce serait bien de regarder un peu d'autres épisodes. Donc je me suis dit vas-y, à chaque stream on va se terminer par un petit épisode là-dessus. Et puis on regardera aussi avant ça une vidéo sur une météorite qui s'est désintégrée en Islande pendant que j'y étais. J'ai découvert ça sur la chaîne de Ici Islande. D'ailleurs, je peux vous mettre. Je peux lui faire un petit SO. Peut lui faire un petit SO. On l'avait reçu ici. Donc, il y a un YouTuber, streamer, TikToker qui parle de. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, voilà. Donc, qui joue beaucoup à StarCraft 2 et donc sur Twitch. Et sinon, qui a des vidéos sur sa chaîne YouTube où il parle de l'Islande, quoi. Parce que lui, c'est un Français qui vit là-bas, quoi. Donc, on avait fait ça la dernière fois et le replay est pas encore dispo. Il va être dispo bientôt, là. Faut que je le termine.
sur la chaîne secondaire. Voilà, tous les liens, on envoie tous les liens en début stream. Voilà. Comme ça, on a l'impression de faire un travail de streamer, quoi. Ok, on va démarrer tout de suite, hein, parce que je vous avoue que elle est sortie il y a 2 mois la vidéo sur donc un journaliste qui a infiltré l'hôpital psychiatrique. Mais du coup, ça fait 2 mois que je la revois dans mes trucs à regarder plus tard et je dis faudrait que je regarde ça en stream, etc. Donc moi, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que j'attends de regarder cette vidéo. Donc, on va démarrer tout de suite. Let's go. Donc voilà, vidéo du média. Let's go, hein. Voyons voir Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner aux médias. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le média. Je suis ravi de vous retrouver pour ce... Petite pause tout de suite. Lui, je l'aime bien, lui. Il est arrivé récemment aux médias. Il était arrivé pendant l'été, je crois. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Au début, j'étais un peu dubitatif. Qu'est-ce que tu vas proposer? Et je sais pas, j'aime bien. Vos numéros de l'entretien d'actu. Que se passe-t-il derrière les murs de nos hôpitaux psychiatriques? Alors qu'une crise interminable ronge l'hôpital public, les symptômes de ce malaise sont aujourd'hui partagés. Entre fermeture de lits, manque d'effectifs, urgences débordées, la casse du système hospitalier est arrivée à un seuil absolument critique. Et nous en parlons aujourd'hui, la situation est tout aussi alarmante en psychiatrie. Le parent pauvre de la... Il y a cette citation, il me semble, de Lucien Bonafé qui dit voilà, le degré de civilisation d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses fous, quoi. Qui est une citation qui est remise un peu à toutes les sauces. Je crois que j'ai l'impression que ça revient d'une autre citation, parce qu'à chaque fois, le degré de civilisation se mesure à... Je crois qu'il y a plusieurs versions de cette citation-là, mais il me semble que Lucien Bonafé... Lucien Malmaison? Je sais pas, un psychiatre. Médecine sous-financée, méconsidérée par les pouvoirs publics depuis des décennies. Et derrière cet échec structurel, ce sont des histoires et des parcours de vie de femmes et d'hommes que l'hôpital psychiatrique a souvent brisé un peu plus au lieu de soigner. Notre invité du jour a voulu dévoiler le quotidien de ces personnes au sein d'une institution qui semble tomber en ruine. Alexandre Massé-Dubois a donc eu l'idée d'infiltrer un hôpital psychiatrique en tant que patient pour observer de près la vie des personnes internées et celle des soignants. Il livre son témoignage dans un ouvrage à la fois intimiste et alarmant intitulé « À en devenir fou dans la peau d'un schizophrène ». Ouvrage qui paraît le 5 octobre aux éditions Phébus et c'est le sujet de cet entretien d'actu. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc vous êtes journaliste et l'auteur de cette enquête, cette infiltration. Comment peut-on qualifier votre travail ? Alors c'est une infiltration, j'ai discuté il y a quelques jours avec le journaliste Valentin Gendreau qui a infiltré la police, qui me disait l'infiltration c'est emmener le lecteur là où il ne peut pas aller. Donc c'est une infiltration, je me suis fait passer pour schizophrène pour rentrer en hôpital psychiatrique. Après initialement, je voulais pas faire de cet ouvrage une enquête, je voulais faire un témoignage du quotidien de ceux qui sont hospitalisés en psychiatrie, savoir qui sont-ils, quel est leur parcours, voilà, comment sont-ils, comment vivent-ils ce quotidien. Mais au fil humaniser un peu une de part cette invisible de notre société, quoi. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qu'il y avait à dénoncer finalement, Donc il est parti en mode juste je veux voir un peu c'est quoi le quotidien et tout, et il a vu les dingueries de la psychiatrie, il a dit ça va peut-être partir en enquête là. Le témoignage est devenu une enquête. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce travail, de cette enquête ? Comment vous vous êtes dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fonctionnement de l'hôpital psychiatrique ? Il y a plusieurs choses. Il y a des raisons personnelles. J'ai 2 amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et que j'ai vu sombrer dans les médicaments, sombrer sous le poids des traitements. Ouais. Et ils m'ont raconté un petit peu leur quotidien. Donc c'est un quotidien fait d'ennui, c'est un quotidien sans aucun suivi personnalisé, sans aucune psychothérapie. Et deuxième chose, en tant que journaliste, je me suis toujours intéressé aussi aux tribunes signées par les psychiatres eux-mêmes, par les soignants, par les infirmiers, par tous les professionnels de la psychiatrie. Qui alerte un peu sur l'état de la psychiatrie. Il y a encore une tribune là qui est sortie dans le Monde il y a 1 mois, dans le Parisien il y a 2 mois. Donc c'est un système en souffrance, un système malade, je ne suis pas le seul à le dire. Et également, je suivais tous les ans les rapports publiés par Dominique Simoneau, qui est la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, et qui alerte tous les ans sur le manque de moyens alarmant de la psychiatrie. Alors vous avez mené cette enquête, mais il a fallu beaucoup d'exercices
à l'origine. Vous racontez dans le livre qu'il a fallu créer par étapes un personnage tourmenté par des troubles psychotiques, c'est ça? Oui, c'est ça, ça m'a pris des Je sais mois, pas si des ça va mois être la partie d'entraînement. la plus J'ai intéressante, rencontré hein. aussi des malades Comment pour se me faire mettre passer pour fou, quoi. dans leur peau, finalement, dans ce personnage que j'ai incarné après devant les professionnels, hein. Donc, c'était de l'entraînement, j'ai regardé des enquêtes, des documentaires qui avaient été déjà faites par des journalistes, voilà, pour être au plus proche de ce personnage que je voulais incarner. Est-ce qu'on n'est pas là déjà dans une des faillites de l'institution? Parce que l'internement qui vous a été prescrit, si on peut le dire ainsi, puisque vous étiez quand même consentant, l'internement a été un peu l'option par défaut, parce que vous l'expliquez dans le livre, en général, les médecins ne veulent pas risquer d'avoir une situation catastrophique s'ils ne décidaient pas d'interner le patient. Oui, parce qu'il y a une responsabilité pénale qui incombe au psychiatre. Voilà. Moi, je veux pas. De toute façon, je veux pas blâmer toute la profession, je veux pas blâmer tous les psychiatres. Et je pense que le psychiatre qui a décidé de mon internement, je pense qu'il a bien fait. Ça me fait penser dans un autre domaine qui est les juges d'affaires familiales, domaine dans lequel j'ai travaillé. Enfin, j'ai travaillé avec des juges aux affaires familiales. Et où maintenant, les juges aux affaires familiales ont l'obligation de motiver si ils font une ordonnance de protection, donc ils ordonnent l'interdiction de contact entre deux parents, souvent c'est pour des questions de violence, euh, et qu'ils ne désignent pas d'espace de rencontre. Moi, je bossais en espace de rencontre. C'est-à-dire que le parent violent a toujours un droit de visite auprès de l'enfant, un droit de visite sans médiation, quoi. Mais je trouve pas ça idiot par rapport aux juges d'affaires familiales. Ça permet de protéger et de dire que, bon, ouais, c'est une situation compliquée qu'il y ait... Non, c'est pas ça. Il doit motiver si jamais il y a toujours l'autorité parentale, je sais plus. Bon, en tout cas, là où ils avaient un peu toute la liberté il y a encore quelques années, maintenant, voilà, ça doit être motivé. Je trouve ça pas plus mal. Mais dans le cadre de la psychiatrie, on voit que ça joue sur. Là, c'est pas est-ce que tu vas voir ton enfant ou pas, c'est est-ce que tu vas être libre de tes mouvements ou pas, quoi. Est-ce que tu vas t'interner ou pas. Parce que j'étais rentré dans un personnage, et je pense qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a cru que j'étais dangereux pour mon intégrité ou l'intégrité d'autrui. Donc il a fait ce choix de m'interner. Après, c'est tout un système, on va le voir après, c'est tout un système qui ne fonctionne pas, qui ne jure que par le traitement, qui ne jure que par l'internement, et qui ne fonctionne pas avec un suivi personnalisé, avec de la psychothérapie, avec de la psychologie, avec de l'écoute, de la bienveillance, voilà, mais qui fonctionne que par... En fait, pour moi, l'hôpital psychiatrique, c'est une solution d'urgence, comme C'est les ça, il faut médicaments, avoir du comme temps les pour ça. psychotropes, voilà, c'est pour calmer des Parce crises. on est On ne quand même dans soigne- une société néolibérale qui pousse à ça, et c'est ce qu'on voit dans tout l'hôpital, hein, dans tout le système de santé, et ça pousse à ce que les soignants n'aient pas le temps de soigner, finalement. soigne pas quelqu'un en le mettant 6 mois derrière des portes blindées. Ça, c'est pas possible. Oui, et donc dans le processus de votre internement à vous, il y a ce premier psychiatre que vous consultez et qui vous délivre donc une lettre pour vous faire interner. Et sur place, c'est un peu le chaos. Que vous décrivez dans l'ambiance, dans l'accueil déjà, c'est un peu le chaos. C'est des soignants qui ont l'air déjà débordés dans l'accueil des patients. Alors, c'était déjà très chaotique aux urgences. Je me suis rendu... Alors, je sais pas s'il va parler de ça. Moi, j'ai évité de faire des stages en psychiatrie. Quand tu fais des études de psycho, on dit qu'il faut faire la psychiatrie. C'est vraiment la discipline reine, machin. Moi, ça m'attirait pas du tout. Et le stage que j'ai fait en psychiatrie, j'ai déjà dû raconter ici, mais j'ai fait un stage du coup en ethnopsychiatrie. Donc, moi, j'aime bien être à la marge. Donc là, c'était vraiment la marge de la psychiatrie. Et je suis allé un jour voir un patient ce qu'on appelle la psychiatrie intra, donc les personnes qui sont internées,
Et moi, ce qui m'a marqué... Bonsoir à toi, Plotipus. Bon, bien le bonsoir. On vient toujours juste de commencer une première vidéo sur l'hôpital psychiatrique français, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est l'enfermement, quoi. L'impression d'être emprisonné, y compris les infirmières qu'on était allé voir étaient dans leur salle d'infirmière, un peu comme il y a à l'image là, c'était un peu vitré comme ça, et tu pouvais pas rentrer si tu n'avais pas la clé, quoi. Il y a un truc où toutes les portes quasiment étaient fermées à clé. Et donc partout où tu veux aller, il faut avoir ton trousseau de clés, ouvrir, refermer derrière, machin. Et j'ai trouvé ça insupportable. Ça me fait penser à cette phase de Booba sur la prison, sur les matons en prison, qui dit porte-clés à perpétuité, quoi. Ça exprime bien le sentiment que j'ai eu par rapport à ces infirmières-là dans ce boulot. C'est-à-dire c'est-à-dire que tu enfermes l'autre et tu enfermes toi-même pour créer une séparation, quoi. Enfin, je trouve ça, j'aurais du mal à bosser dans ce domaine. Aux urgences d'un hôpital du nord de Paris, et ça a duré 36 heures. 36 heures, j'ai pu repasser 3 heures chez moi pour dormir. Votre dossier est même égaré pendant oui, je suis tombé, le premier psychiatre que j'ai vu au bout de 6 heures, a égaré mon dossier, il m'a pris de haut, il faisait preuve d'une arrogance pas possible. Ah, c'est les médecins, ça. Avant de perdre mon dossier, avant de me demander moi-même s'il a quelqu'un interné. Voilà. Et je suis arrivé aux urgences à 20h, et à 5h du mat', on m'a renvoyé chez moi. Parce qu'il n'y avait pas de place, et parce qu'il avait perdu mon dossier, parce qu'il n'y avait pas de solution. Voilà, on voit tout de suite les défaillances. Une arrogance sans pareil. Et voilà, j'y suis retourné le lendemain, et les psychiatres ont été beaucoup plus bienveillants. C'est pour ça que je ne veux pas blâmer toute la profession. Et les psychiatres m'ont trouvé une place au bout de quelques heures. Bon, ça faisait quand même 36 heures. 36 heures d'une procédure chaotique. Les infirmiers se sentaient complètement délaissés, ils étaient complètement abasourdis par la situation, ils ne pouvaient rien faire. Je parle dans le bouquin, il y a un malade qui hurlait, qui n'était pas bien, et qui demandait à voir le psychiatre. Et les infirmiers étaient complètement désemparés. Et il y a un infirmier qui lui dit bienvenue à l'hôpital public, monsieur. C'est saisissant cette partie. Ouais, je suis d'accord avec une cette fois déclaration. interné, donc, vous faites connaissance avec les autres patients. Moi, il y a un passage que j'ai trouvé déjà assez déshumanisant, c'est que lorsque vous allez pour la première prise de médicaments, les patients sont désignés par leur numéro de chambre. Oui, mais ils sont réduits à ça. De toute façon, les patients en hôpital psychiatrique sont réduits à leur pathologie, sont réduits à un numéro de chambre. Il y a des pratiques complètement déshumanisantes. En effet, on leur donne un traitement, mais on les accompagne pas, on les écoute. Un jour, il faudra qu'on regarde ça fait penser à un peu quelque chose qui s'est construit comme l'inverse, un peu de ce type de pratique, qui est la psychothérapie institutionnelle. Il faudrait qu'on regarde des trucs sur Saint-Alban et tout. Donc, je crois que j'en avais trouvé. J'avais rencontré quelqu'un qui avait réalisé un documentaire là-dessus, et je crois qu'il est dispo sur Internet. Un jour, vas-y, peut-être bientôt, on se cale ça. On prend pas soin d'eux. Il y a une infirmière que je fais intervenir à la fin de l'ouvrage qui m'explique que le soin a pris le dessus sur le prendre soin. Voilà, on ne jure que par le traitement, que par le soin, et les patients sont complètement délaissés. En fait, ils sont déjà invisibilisés par la société. La société ne veut pas les voir parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne répondent pas aux normes que la société veut nous imposer. Et au sein de l'hôpital psychiatrique, ils sont anonymisés aussi, ils sont invisibilisés. On ne prend pas soin d'eux. Ce sont des numéros de chambre, ce sont des pathologies, mais ce ne sont pas des humains. Et l'atmosphère qui est très sinistre, dites-vous, le quotidien des malades est triqué. Il n'y a pas d'autre distraction que de faire les 100 pas dans une minuscule cour. C'est exactement ça. On a le droit à 3 sorties de 10 minutes dans une cour minuscule. Les gens sont en pyjama bleu. Ils marchent pieds nus dans la cour, dans la crasse. Les gens ont les pieds noirs. Les gens n'ont pas de chaussettes, les gens n'ont pas de vêtements, les gens n'ont pas de chaussures. Moi, j'ai essayé d'égayer un peu leur... Aussi, je pense aussi au film 12 jours là, de Raymond Depardon, que je trouvais intéressant sur la question. Voilà, 12 jours, c'est le temps avant de décider complètement un internement et tout.
si je me souviens bien. On pourra se mater la bande-annonce là, juste après cette vidéo. Je trouve que ça va permettre de visualiser un peu ce dont il parle là. Y compris parce que les plans dans la bande-annonce, c'est beaucoup de plans vides de l'hôpital psychiatrique, mais je trouve que ça te met un peu dedans. Quotidien, alors donnant des paires de chaussures, des paires de chaussures, hein. Je trouve ça normal, mais je trouve ça ahurissant que des gens se baladent, soient pleins de crasse à force de marcher dans une cour dégueulasse. Et l'atmosphère à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, c'est absolument sinistre. C'est sinistre. Et en fait, ça ne peut pas aider les gens à aller mieux. En fait, on les parque là parce qu'on ne veut pas les voir. Mais ça ne va pas les aider à aller mieux. Il y a une salle commune avec 4 chaises. Il y a un baby-foot 100 balles. Ça faisait 1 an qu'il y avait ce baby-foot 100 balles. Donc moi j'ai demandé à mes amis de m'apporter des balles. Et ça me fait penser aussi, moi je suis en 93, je suis intervenu dans un collège pour faire un atelier vidéo et tout, et t'avais des volets qui étaient cassés depuis je sais pas combien de temps, et il n'y a pas les moyens d'avoir le minimum, quoi, juste que les équipements soient en état de marche, quoi. Une balle de baby-foot, ça coûte quoi? 50 centimes, 1 euro. Bon, ça c'est pas fait. Il y a 4 chaises qui se battent en duel, et les gens passent leur journée à se regarder dans le blanc des yeux. Il y a une télé qui ne fonctionne pas. Il y a en sachant que tout le principe de la psychothérapie institutionnelle, c'est vraiment l'idée que pour soigner les gens, il faut déjà que l'institution elle soit saine. Et là, tu vois bien comment les conditions dans lesquelles tu es accueilli, déjà si tu es malade, ça va pas. Je sais pas, si tu vas à l'hôpital général et que tu es accueilli, t'as froid ou ceci ou cela, tu vois bien que ça va pas aider ta maladie, quoi. C'est vraiment de ça, comment l'hôpital en fait aggrave la maladie de ses patients. Qui peut être utilisé pour des activités, mais qui était fermé, parce que faute de moyens, les infirmiers ne peuvent pas gérer cette salle. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'association qui interviennent en hôpital psychiatrique, ou très peu. Voilà, je fais intervenir aussi à la fin de l'ouvrage Martine Dutoit, qui est la fondatrice de l'association Advocacy France, qui vient en aide aux usagers de la psychiatrie publique. Et elle-même me dit, mais on ne peut plus intervenir. On ne peut plus parce que les gens sont complètement shootés aux médicaments, et on essaie de proposer quelque chose, et les gens sont complètement assommés. Donc il y a rien à faire. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas d'activité, et les gens passent leur journée à s'ennuyer. Il y a une odeur d'ennui qui est épouvantable, Et en fait, les patients eux-mêmes ils font à la queue matin et soir pour prendre leurs médicaments, pour prendre leur traitement, parce que finalement, ça leur permet d'oublier la tristesse de leur quotidien. Alors justement, les psychotropes là, dont vous parlez, vous dites qu'il y a une prise quotidienne et qu'il y a des effets très, 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 très lourds sur les patients. Certains d'entre eux, vous avez pu constater, ont toujours les yeux figés, perdu, le regard dans le vide. Vous décrivez souvent cette espèce de léthargie dans le regard, dans l'attitude de certaines personnes qui ne sont apparemment pas dans un processus de soins. D'ailleurs, ils ne savent même pas définir quel traitement ils prennent eux-mêmes. On ne leur explique rien dans ce qui est administré. Non, on leur dit rien. Tous les matins, on leur donne un petit comprimé à prendre. Le soir aussi, je leur ai posé la question, je me suis intéressé à eux, je leur ai demandé quel traitement ils prenaient. Ils n'en savaient rien, et ils sont complètement assommés par ces médicaments. Et j'ai vu un jeune rentrer le lendemain de mon arrivée. Il était tout fringant, il était comme vous, comme moi. 24 heures plus tard, je le voyais baver dans un couloir, par terre. Après, les antipsychotiques, ça t'assomme, hein. C'est vraiment un truc... c'est particulier parce que tu peux avoir des symptômes qui font que tu es éteint comme c'est décrit. Que tu puisses être en léthargie, ou tu peux avoir de la catalepsie, des choses comme ça. Mais aussi, les antipsychotiques, ça t'assomme. Moi, j'ai vu, par exemple, une mère qui était
qui avait des visites dans l'espace de rencontre où je bossais et où tu... Voilà, c'est ça. Bon, comme il y a beaucoup de psy dans le truc et qu'on savait qu'elle était schizophrène, voilà, on se doutait que ça pouvait être les médicaments, mais si tu sais pas comme ça, t'as une mère qui vient voir son fils, qui vient, elle est là à chaque fois et tout, mais qui vient, qui s'assoit et qui est éteinte tout le temps de la visite. Et en fait, il y a aussi, ça peut être aussi une question de dosage. Là, il parle de quelqu'un qui vient d'arriver plus tard, mais ça a pris quand même plusieurs mois, si c'est pas un an, hein, parce que c'est une famille qu'on a vue longtemps. Plus tard, on a vu que ça allait mieux, etc., où elle pouvait être plus investie auprès de son fils, mais sinon, ouais, t'as des gens qui sont complètement éteints, quoi. Un autre truc qu'on pourrait regarder ici, c'est Titi Cat Feliz, dont j'avais mis des extraits dans une vidéo Mairie les Fous. On peut remettre les réseaux sociaux avec notamment la chaîne YouTube où vous pouvez regarder. Voilà, il y a quand même, je crois que j'avais fait 6 vidéos autour de la psychiatrie et il y en a, je crois que ça doit être la première, quelque chose comme ça, où il y a des extraits de Titi Cat Feliz. Donc il y a un documentaire de Frédéric Wiseman qui date, je crois, des années 60. Et là, c'est une prison pour les patients psychiatriques. C'est clairement affiché que c'est à la fois une prison et un hôpital psychiatrique. Donc c'est quand même un contexte assez particulier. Mais que je trouve assez intéressant à regarder, d'autant plus avec le recul du temps, de se dire, mais en quoi l'hôpital psychiatrique enfance aujourd'hui est si différent de cette institution-là. Et je crois que c'est... je sais plus si c'est dans le cycle sur la psychiatrie que j'avais parlé de la question du panoptique, là, de surveiller et punir de Michel Foucault, etc. Toutes ces institutions qui sont basées sur la surveillance et la punition, quoi. Je vous parle d'un bouquin que je n'ai pas lu, mais bon. Non, c'est là pour lire. Les yeux hagards, fixés dans le vide. Ça transforme les médicaments, transforme des êtres humains en langue humaine. Ouais, c'est ça. Vous parlez d'un état léthargique, c'est exactement ça. Et moi, je ne pense pas que ça puisse aider. Il y a des gens qui sont dans cet état-là depuis des mois, mais c'est pas ça qui va les aider à se réinsérer dans la société. C'est pas ça qui va les aider. Encore une fois, le médicament est nécessaire, mais il faut le conjuguer avec de l'humain, avec de l'humanisme, avec de la bienveillance. Le médicament, comme l'hôpital psychiatrique, ça doit être une solution d'urgence. C'est pour calmer une crise. Mais après le médicament, on fait quoi après avoir calmé une crise, il faut discuter avec le patient, il faut savoir ce qu'il a. Mais les médicaments, les antipsychotiques là qui vont te shooter complètement, c'est aussi dans l'idée de calmer une crise, en principe. Maintenant, quand tu es dans un hôpital psychiatrique qui est dans des conditions où tu fais que de l'urgence, machin, du coup tu te réduis à donner des médicaments et tout, bah oui, effectivement, tu commences à être même délétère pour ton patient. Il faut savoir ce qu'il ressent. Je pense qu'il faut remettre le patient au centre du système. Là, aujourd'hui, au centre du système, il y a le médicament, le traitement à tout prix. C'est cette politique d'hypermédicamentation que je ne suis pas le seul à dénoncer. Il y a beaucoup de psychiatres, de soignants qui se plaignent de ça, parce que les infirmiers, ça ne les amuse pas de mettre sous traitement des gens qui se bavent dessus, qui font des crises d'épilepsie. Ça n'arrange personne. Les infirmiers eux-mêmes, je fais intervenir à la fin de l'ouvrage une infirmière qui me dit, moi j'avais une vocation d'infirmière. Je voulais aider, je voulais discuter. Et dans les hôpitaux psychiatriques dans lesquels elle a travaillé, on lui a dit non, donnez les médicaments, donnez les traitements et ça ira. Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui n'a pas l'air très inquiet de la situation, malgré les alertes, malgré votre témoignage. C'est Emmanuel Macron, pour qui la France est un modèle en termes de traitement psychiatrique. On l'écoute. La France est le pays qui, par ses propres innovations, par l'invention des psychotropes, a permis justement de transformer profondément l'asile en hôpital psychiatrique, de ne plus simplement enfermer, mais traiter. Et le modèle de développement des centres... Et en train de citer ma vidéo, j'ai capté. Médico-psychiatriques a permis, là aussi, de développer un accompagnement, un traitement, dans un cadre adapté. Critique qu'on peut d'ailleurs faire à ma vidéo, c'est... oui, c'est pas faux ce qu'il dit.
historiquement, ça dit rien de qu'est-ce que l'hôpital psychiatrique aujourd'hui. Oui, on est sorti de l'organisation asilaire, on a développé la psychiatrie de secteur, etc. Oui, tout ça est vrai. Maintenant, dans quel état est la psychiatrie de secteur? Et ça, tout ce qui vient d'être dit nous décrit un peu. Bon, ça décrit plus l'hôpital psychiatrique en intra, voilà, quand t'es interné et tout. Mais les CMP, vu que c'est cité par Macron, on est dans des situations où les gens ont des listes d'attente interminables, quoi. Ça va pas du tout, en fait, ces institutions. De manière très innovante. Donc Emmanuel Macron qui trouve que les psychotropes ont fait la preuve de leur efficacité. Ça dépend ce qu'on attend d'eux, quoi. Dans la direction d'une multiplication d'autres... Il y a aussi cette question-là. Quel est l'objectif de la psychiatrie? À quoi ça sert, la psychiatrie? À quoi sert la prison? Voie de soins. Donc pour le président de la République, c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir créé les psychotropes. C'est une fierté de prescrire des psychotropes. Je suis tombé sur une étude tout à l'heure. Il y a une augmentation chez les enfants de 6 à 17 ans, donc chez les gamins, une augmentation d'antidépresseurs de 62% entre 2014 et 2021. 62%. C'est colossal. C'est pas une fierté de devoir donner des psychotropes. C'est pas une fierté. La France fait partie des pays qui prescrit le plus de psychotropes, d'antidépresseurs. Mais en quoi ça devrait être une fierté? Je veux dire, c'est les malades, il faut les aider, il faut les accompagner. Moi, j'ai envie qu'on soit fier d'un accompagnement des patients. On peut pas être fier de donner des psychotropes à des patients. C'est une aberration. Surtout quand on sait les effets que ces médicaments ont à long terme et qu'on ne se dirige pas forcément vers une guérison ou une amélioration significative de la situation des gens. Bien sûr, et puis il y a des gens qui sont complètement accros aux psychotropes aussi. Et là, quand on file les antidépresseurs à des gosses, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a une addiction aux psychotropes, aux antidépresseurs. Donc il n'y a pas à être fier de ça. C'est une catastrophe. D'ailleurs, les professionnels du secteur de la psychiatrie ne sont clairement pas d'accord avec le président de la République. Écoutons Serge Eiffez, qui est psychiatre et responsable de l'unité thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'exprimait sur le plateau de France 3. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on soigne mal les malades de troubles psychiques et psychiatriques? Oui, ça, oui. On les soigne mal. On les soigne. Mais je crois pas qu'il y ait un seul psychiatre qui va répondre non à cette question. Franchement, on est dans un niveau... Mal. Si vous voulez, on ne fait qu'une petite partie de ce que doit être un bon travail psychiatrique et un bon travail de secteur notamment. On peut donner des médicaments, bon, c'est déjà important, ça soulage la souffrance psychique, mais tout le reste, qui est l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement des familles, c'est ça qui est le plus important pour... Tout à fait, oui, oui, sur les familles aussi. Et du coup, c'est intéressant qu'ils mettent cet extrait-là par rapport à l'extrait qui vient d'être dit de Macron. C'est, oui, la psychiatrie de secteur, oui, c'est très bien. Mais est-ce qu'on se donne les moyens, aujourd'hui en France, d'avoir une psychiatrie de secteur efficace? La réponse est non. Que les patients puissent retrouver une vie normale. Ben ça, on n'a plus le temps de le faire. Alors, c'est assez éloquent du point de vue des soignants, justement. Qu'est-ce que vous avez pu observer de leurs conditions de travail? Après, ce qui est dommage, c'est que... ils mettent c'est que la parole des premiers concernés, c'est pas, la parole des patients, là, pour l'instant, il apparaît que par son témoignage à lui, aux journalistes, quoi, par le relais qu'il en fait. Mais il y a des associations de patients, quand même. Et je pense qu'ils auraient des choses à dire. Les conditions de travail sont dramatiques. Encore une fois, moi je ne blâme personne, c'est le système qui ne fonctionne pas. C'est le système qui est malade, c'est le système qui est à bout de souffle et de moyens. Les infirmiers, aujourd'hui, il n'y a plus de spécialisation en psychiatrie pour les infirmiers. Donc il y a des infirmiers qui sortent de leur cursus et qui débarquent en hôpital psychiatrique, qui ne savent rien de la psychiatrie, quasiment rien. Donc ça, c'est dramatique. Les conditions de travail des infirmiers, je leur fais intervenir à la fin de l'ouvrage, c'est une catastrophe aussi. Il y a des burn-out, les salaires sont misérables. Vous racontez que le psychiatre de garde enchaînait des rendez-vous toute la journée qui ne duraient pas plus de 10 minutes par patient d'ailleurs.
Chaud. Oui, bah ça, la psychiatre que je vois à l'hôpital psychiatrique, elle a propre pour son grade, parce que je pense qu'on ne peut pas... Elle avait peut-être énormément de travail, mais on ne peut pas voir un patient 10 minutes par semaine. C'est pas assez pour savoir comment il va, pour savoir ce qu'il a envie de faire aussi. Il faut tu parles de la pluie et du beau temps, quoi. Et pas seulement voir le patient en disant, bon, on continue le traitement. Il y a des gens qui sont en hôpital psychiatrique depuis des années. Oui. Depuis des années. Donc ça, c'est pas possible. Il faut plus d'écoute. Après, évidemment, il faut plus de moyens. Aujourd'hui, il y a 30% des postes psychiatriques qui sont vacants. Oui. Qui sont vacants. Donc il y a un problème. Mais qui veut bosser en psychiatrie, surtout dans cette psychiatrie, quoi. Il y a un problème de formation en règle générale, il y a un problème de vocation aussi, donc un problème de salaire. Et il y a également dans le problème de moyens, il y a 60% des lits qui ont été fermés depuis 40 ans. 60% des lits. Donc en fait, rien ne va dans ce système. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de formation, il y a un manque de psychologie. Et surtout dans ces trucs-là de place, ce qui est terrible, c'est que ça, par contre, tout le monde peut le constater, c'est que s'il n'y a pas de lit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens ils n'ont pas de place. Admettons qu'ils aient besoin d'être internés, ça ne peut pas être le cas. Donc, ils restent éventuellement chez eux, s'ils ont un chez eux. Alors, c'est quoi le chez eux? Est-ce qu'ils ont leur propre appart? Est-ce qu'ils sont dans la famille? Est-ce que la famille est prête à soutenir et supporter les symptômes de la maladie de la personne? Il y a beaucoup de gens qui ont un voisin, une voisine, qui a une pathologie psy, machin, où pour eux c'est invivable. Au-delà de pour la personne elle-même, ou alors des gens qui finissent à la rue, quoi. Et il y a toute cette question, en plus de la pathologie psy, il y a tout ce qui est de la question de l'exclusion, de vivre à la rue, ces difficultés sociales-là qui vont s'ajouter. Au-delà de l'aliénation mentale, il y a la question de l'aliénation sociale aussi, quoi. C'est toute une politique qui est à revoir. Parce que là, on ne parle pas forcément de maltraitance volontaire, hein. C'est une question aussi de moyens, comme vous dites, de postes qui ne sont pas comblés. Vous parlez de patients parfois abandonnés à eux-mêmes dans des couloirs. Quand vous parlez aussi d'infantilisation, c'est parce que derrière, il y a soit un manque de formation, soit qu'il y a un vide en termes d'occupation des postes, tout simplement. Oui, et puis je pense qu'il y a des solutions, il y a des solutions d'urgence qui sont trouvées, on voit, il y a des petites réformettes qui sont lancées, on va dire, allez, on va augmenter le salaire des soignants ou des psychiatres, mais en fait, c'est tout le système qu'il faut revoir. C'est pas les petites réformettes. Je vais citer Edgar Morin. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Voilà. Et on va se dire, bon, il y a un souci, il y a un fait divers qui est lié à la psychiatrie. Je trouve que c'est toujours un peu facile les casses, mais ok, Edgar. Il y a une grève. Donc on va faire des petites réformettes, mais c'est tout le système qui est à revoir. C'est le système du traitement, c'est le système de la formation des infirmiers, des psychiatres. En fait, ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'ils sont tous victimes de ce système. Je pense qu'aucun psychiatre qui n'a une vocation de psychiatre a envie de filer des médocs à des patients à longueur de journée. C'est pas son but, c'est pas le but. Je sais pas, hein, les médecins sont un peu formés à donner des médicaments, donc alors il y a beaucoup de psychiatres qui sont notamment d'orientation, qui sont aussi psychanalystes et qui vont avoir une attention à la question de l'écoute et tout, tu vois. Mais bon, à la base quand même, les médecins sont formés un peu à ça, quoi. Le but de l'infirmier non plus, c'est le but de personne. Mais on fait ça parce que c'est l'urgence. Voilà, c'est l'urgence, on va soigner une crise, on va donner des médicaments. Mais c'est tout un travail. C'est un travail de longue haleine, en fait, ça va prendre des années, mais c'est un accompagnement, c'est plus de psychothérapie, c'est plus de psychologie. Et ce qui est intéressant, là, on prend juste l'angle de la psychiatrie, mais on voit bien que les mêmes problèmes se posent dans d'autres institutions, notamment dans le service public, et on voit comment le néolibéralisme, on est vraiment dans un totalitarisme capitaliste, quoi, dans le sens où tous les secteurs de la vie sont touchés, et on va toucher jusque dans les relations sociales des gens, dans les relations entre les gens, dans leur santé mentale, tout est impacté.
par le système. D'accompagnement. Il y a un conflit depuis des années entre les psychologues et les psychiatres. C'est à la fin des années 70 qu'un psychologue américain, Rosenhan, a fait une expérience et il a fait interner une dizaine de personnes en hôpital psychiatrique. Bon, lui était psychologue, c'était pour prouver la vacuité du diagnostic psychiatrique. Donc il y a ce conflit-là. Mais je pense qu'il faut mêler les deux. Il n'y a pas de psychiatrie sans psychothérapie, sans suivi personnalisé. Mais tout comme il n'y a pas... On peut pas aller... le médicament est essentiel, oui, pour soigner une crise. Mais après, ça nécessite un accompagnement, quelque chose de beaucoup plus long. Et ça demande des moyens. Ça demande des moyens financiers, ça demande des moyens humains. Ça, c'est un paradigme, j'ai envie de dire, d'abord on soigne la crise, donc on met des médicaments qui vont éteindre le feu. Et après, on essaye de parler, qui vont permettre de faire... Voilà, on va passer par la parole pour, en gros, qu'il n'y ait plus de départ de feu, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je sais pas à quel point je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai plutôt été formé dans cette idée-là, mais à voir, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Et la conséquence de cette défaillance, c'est qu'il y a un éternel recommencement pour les patients qui enchaînent les séjours à l'hôpital psychiatrique, parfois pendant toute une vie, sans voir le bout du tunnel. Clairement, oui. Oui, bien sûr. C'est dramatique. Il y a des gens qui prennent mes amis dans la psychiatrie. qui m'ont inspiré à leur cœur défendant ce projet, je les ai vus partir 3 semaines à Sainte-Anne, revenir dans la vie quotidienne, replonger, retourner à l'hôpital psychiatrique, puis ressortir, puis replonger. C'est un éternel recommencement. Et c'est pour ça qu'il faut revoir tout le système. Tout le système, il y a une gestion de l'hôpital psychiatrique qui ne fonctionne pas, il y a beaucoup trop de... Après, je trouve que si c'est de temps en temps, tu dois partir quelques semaines en hôpital psy, en dehors, enfin, si on ne prend pas la question de dans quel état est l'hôpital psy, je trouve que c'est pas si pire d'avoir besoin à un moment de faire une pause par rapport à une société quand même qui nous accable, hein, j'ai envie de dire. Moi, je pense à un ami à moi qui a été interné, je crois 2 fois, quelque chose comme ça. Il y a quand même voilà, c'est être interné à la limite, mais faut pas y faire des vieux os, quoi, en hôpital psychiatrique. C'est surtout ça le risque, quoi, de finir par être chronicisé, par faire partie des murs. Et effectivement, là, ça peut vraiment travailler. Si c'est, en gros, tu prends une pause un peu de temps en temps, je pense que ça peut même faire du bien, tu vois. Mais si tu passes un peu trop ta vie en hôpital psychiatrique, par contre, ouais, ça te désocialise, en fait. De bureaucratie aussi. Moi, les infirmiers, j'ai pu les voir au travail. Ils passent leur journée à faire des rapports, parce qu'on leur demande de faire des rapports. C'est ce que tacle Olivier Brisson. Mais ce que je trouve intéressant dans le travail de ce journaliste, c'est qu'il mène ça sur la place publique, quoi. Parce que la question aussi, c'est aujourd'hui, enfin voilà, demain on dit ok, on va travailler autrement la question de la santé mentale, de la pathologie psy, ce qui est arrivé hein, dans le mouvement d'antipsychiatrie. Hein, on dit ok, on ouvre les portes des hôpitaux psychiatriques, on n'interne plus. Les gens risquent d'être aussi en panique. Il y a un peu, je pense, le fantasme qu'il faut que ces gens soient enfermés. Ils sont dangereux. Et des gens peuvent être dangereux, hein, mais il y a l'idée que, voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'enfermer. Et du coup, il y a aussi comment, socialement, on participe un peu de l'accompagnement de personnes malades, quoi. Qui est psychomotricien, qui intervient en hôpital psychiatrique, c'est la gestion néolibérale de l'hôpital. Voilà. On fait des rapports, on pense rentabilité, on fait des rapports, on fait de l'administratif, voilà. Mais les soignants n'ont pas envie de faire ça emmerde tout le monde. Et en parallèle, il y a un grand nombre de personnes qui auraient effectivement besoin de soins psychiatriques qui sont totalement ignorés. Par exemple, le président de l'intersyndicale de la psychiatrie publique affirme que l'an dernier, 60% des sans-abri ont clairement besoin de soins psychiatriques. Ce sont des personnes qui seraient
éligibles ou devraient être prises en charge dans des hôpitaux, mais qui ne le sont pas. pas. Ce qui est dommage, c'est que voilà, ces références, ça reste ce que disent les psys, ce que dit l'intersyndicale, ce que dit le journaliste. Voilà, c'est toujours des figures un peu d'autorité et pas des gens qui ont affaire. Les gens qui ont affaire à la psychiatrie, ils savent s'exprimer. Ils peuvent très bien vous décrire quels sont les problèmes. Oui, parce qu'il y a un problème de prévention, il y a un problème de prise en charge. Je voulais vous dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À côté de chez moi, il y a un sans-abri que j'ai vu pendant 6 ans, et j'en parle dans le bouquin. Il s'appelle François. Il s'appelle François, on discutait tous les jours, il était un peu dans son univers à lui. Oui, il était atteint d'une sorte de folie. La société ne voulait pas l'accepter tel qu'il était. Il avait des problèmes psychiatriques. Il n'a jamais été aidé. On a essayé, j'ai essayé avec des associations. Il n'a jamais été pris en charge. Il avait 45 ans. Il est mort il y a 2 semaines. Il est mort il y a 2 semaines dans la rue. Faute de prise en charge, faute de reconnaissance par la société. La société ne veut pas voir ceux qui sont différents. Ne veut pas voir. Je trouve que l'histoire de l'hôpital psychiatrique est intéressante aussi. L'hôpital général a été créé en 1656, Allez, si je ne me trompe pas. C'est parti sur l'histoire. Et à cette époque, déjà, on mettait sur Pinel et tout, les premiers asiles en France. Et on mettait les fous, entre guillemets, les malades mentaux, avec des lépreux, avec des homosexuels, avec des prostituées, avec des chômeurs, avec des pauvres. Il y a Philippe Pinel, il est arrivé, il a dit on sépare les fous. Tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il n'en parle pas, ça va. On met les gens qu'on ne veut pas voir, on les parque comme des détenus. La société ne veut pas les voir, la société n'a pas besoin. C'est les mêmes problèmes avec la prison. N'est pas un consommateur. Le fou est à peine un électeur. Donc la société ne veut pas le voir. La société capitaliste ultralibérale. Il n'existe pas dans la société. En sachant que la question de la folie, c'est toujours, ça dépend du temps. Hein. Il y a la définition de qu'est-ce qui est folie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça évolue dans le temps. Surtout. Oui, bien sûr. Et cette société ne veut pas le voir, n'a pas besoin. En fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du fou dans la société. Non, au contraire, on a besoin du fou. Donc on va l'enfermer. On va l'enfermer comme un détenu. On a besoin de son inexistence, quoi. Comme un détenu. Et c'est ce que on a besoin de son exclusion. Tous les ans. C'est le même truc que les parents qui disent ah, tu vois ce SDF, attention, hein, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir comme ça. Hein, voilà. Il y a besoin de ce grand méchant ou ce grand raté qu'on ne veut absolument pas être et qui permet de rester soi dans les rangs et de dire ouais, mais au moins je suis pas dans la situation de l'autre à côté, quoi. En général, des lieux de privation de liberté notamment. Il y a une prise de conscience, je pense, que la société doit avoir on doit avoir un recul sur l'image qu'on se fait de la folie, sur l'image qu'on se fait des gens qui ne sont pas comme nous. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas comme nous, c'est pas parce que ce ne sont pas des consommateurs ou des électeurs qu'on doit les abandonner. Et on abandonne, la société abandonne, le monde abandonne ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne répondent pas aux normes que la société veut nous imposer. Et c'est ce que vous dénoncez aussi dans ce livre, À en devenir fou, dans la peau d'un schizophrène. Merci Alexandre Massé-Dubois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Intéressant, mais la limite de l'exercice, c'est toujours un peu... je vais vous raconter ce qui se passe pour nos amis les fous, quoi. On a besoin de son point de vue à lui, et tu dis, bref. C'est même, y compris dans le format qu'a proposé les médias, là, il n'y a pas... En fait, la parole des patients, elle n'existe pas. En fait, ils reproduisent l'inexistence ou l'exclusion des fous, je vais le dire comme ça. Mais ok, ça y est, j'ai enfin regardé les révélations terrifiantes d'un journaliste qui a infiltré un hôpital psychiatrique. Voilà, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, si vous voulez retrouver ça sur la chaîne du Média. Putain, ils ont 1 million d'abonnés, le Média. Ah ouais, machallah. On va passer à une autre vidéo, la psy que les réacs adorent, non, surkiffent, je sais pas ce qui va être écrit. Marie-Estelle Dupont, alors toi Humoris, tu connais, moi je connais pas, donc c'est vidéo d'arrêt sur image qui est sortie il y a une semaine. Découvrons, hein, c'est un petit 10 minutes tranquille, voilà. Je connais pas cette personne, on va voir qui elle est.
En majesté à l'extrême droite. Ah ouais, à ce point-là, ok. Elle prône des valeurs conservatrices et combat le progressisme. Sa spécialité, les jeunes, et pour elle, ils sont massivement suicidaires à cause du Covid, de la disparition de l'autorité parentale, de la baisse de l'instruction, de l'absence de spiritualité, de TikTok et même de l'éco-anxiété. Je parle bien sûr de la psychologue préférée des médias de droite, voire d'extrême droite, Marie-Estelle Dupont. Alizé Vincent. Peut-être c'est quelqu'un sur qui je vais devoir faire des vidéos pour analyser le discours, voir est-ce qu'il tient au point de vue de psy. Vincent, tu es journaliste à Arrêt sur Image et c'est toi qui t'es chargé de dresser le portrait de cette psychologue. Et alors, ce qui a attisé ta curiosité, c'est une interview que Marie-Estelle Dupont a donnée au Figaro Vidéo. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans son intervention ? Elle était... Parce que le truc, c'est que, par exemple, c'était le cas sur le mariage pour tous. T'as des psys, notamment des psychanalystes, t'as beaucoup de réacs quand même, de conservateurs et tout, et qui vont utiliser un peu la théorie pour justifier en fait ce qui est un positionnement politique, quoi. C'est assez agaçant ce truc-là. Interviewée par le Figaro pour commenter l'état psychologique des jeunes, puisque c'est un peu son sujet de spécialité ou de prédilection, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente. Okay. Ce qui nous a interpellés dans cette vidéo, c'est les chiffres un peu décoiffants qu'elle sortait, et son propos vraiment alarmiste. On sait que pendant la crise sanitaire, les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les passages à l'acte suicidaire ont augmenté de 299% chez les moins de 15 ans. Et ce que j'avais dit pendant l'hiver 2021, quand on voyait 52% des jeunes qui voulaient arrêter leurs études, c'est qu'on allait fabriquer une génération de jeunes dépressifs et violents. Les explications qu'elle mentionne pour expliquer ce qu'elle décrit comme une dépression essentielle, qui serait commune à quasiment toute la jeunesse depuis la crise sanitaire, nous ont interpellés parce qu'elles sont étonnantes et... Vous êtes dépressifs les jeunes ? Bah arrêtez. Il nous semblait qu'il pouvait y avoir certains raccourcis. Par exemple, elle parle du poids de l'éco-anxiété. Ce sont des jeunes qui peuvent rester enfermés dans leur chambre, qui ont une angoisse très importante autour des questions notamment climatiques, avec une tendance à ne pas se projeter dans la famille et dans la... Après, faut voir les définitions. Hein. Moi, je suis d'orientation psychanalytique. En psychanalyse, l'angoisse, c'est une peur de quelque chose qui n'est pas identifié. Si tu as peur du réchauffement climatique, déjà, tu as des raisons d'avoir peur parce que c'est un danger réel. Et en fait, c'est pas une angoisse, c'est une crainte, quoi. Et qui peut se comprendre, oui. Ça peut être une crainte existentielle, machin, mais c'est... Voilà, t'as peur, quoi. C'est normal, il y a un danger. Je sais pas s'il y avait s'il y avait, je sais pas, un fauve qui rôdait dans Paris et que les gens commençaient à avoir peur de tomber dessus, on dirait oh là là, il y a eu une angoisse contre le tigre, une angoisse du tigre. C'est quoi le projet, Marie-Estelle ? Constitution d'un foyer dans un projet d'enfant. C'est assez flou, en fait. On peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière ces termes. Mais souvent, dans son ton, on comprenait un peu en filigrane qu'elle semblait incriminer les cadres familiaux plus progressistes. Donc ça nous paraissait un peu simpliste, un peu raccourci. Et l'idée de ce portrait, c'était de vérifier si toutes les assertions, tous les chiffres qu'elle mentionnait étaient effectivement décoiffants mais justes. Et si toutes ces corrélations qu'elle élaborait entre la baisse de l'instruction... On va voir, parce que là, ça va être un angle journalistique, mais je vais voir aussi, en même temps, je fais un peu de recherche, on va dire. Je vais voir aussi si ça vaut le coup d'essayer de voir sur quoi elle s'appuie en dehors des chiffres, sur quelle théorie, etc. Et les dépressions des jeunes, etc. Était juste vérifié, consensuel dans le monde scientifique ou pas. Allez. Alors on le rappelle, Marie-Estelle Dupont est psychologue, elle a été diplômée de l'école des psychologues praticiens en 2006, elle exerce dans un cabinet à Paris, mais tu t'es demandé quelle était sa place dans la communauté scientifique, par exemple, est-ce qu'elle a écrit des thèses ou des articles sur ses sujets de prédilection ? Enfin, elle n'a pas fait de thèse sur les sujets dont elle parle, elle n'a pas fait de thèse tout court à ma connaissance d'après. Mais elle va écrire un bouquin, j'en suis sûr. Et sur son site, Marie-Estelle Dupont indique une catégorie publication scientifique, ce qui donne tout de suite l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail, puisqu'on sait bien que dans le monde de la recherche, on est valable à partir du moment
où on a publié des articles dans des revues scientifiques vérifiés par des pairs. Et en fait, sur son site, on ne tombe que sur son mémoire de recherche, donc celui d'une élève, d'une étudiante, et la deuxième publication. En fait, il n'y a aucune indication d'où elle vient, et elle ne ressemble pas à une étude scientifique. D'habitude, une étude scientifique, ça répond à un cadre, il y a un titre, il y a tous les chercheurs et chercheuses impliqués qui sont présentés, il y a un abstract, donc un petit résumé. On dépeint ensuite la méthodologie, etc., le point de départ, état de la recherche, puis méthodologie, puis voilà, les résultats empiriques et les conclusions. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle présente comme de la recherche, c'est plutôt un document de synthèse. On dirait que ça vient d'une sorte de manuel scolaire ou... Je vous jure que j'aurais pu le deviner. J'allais dire, ce serait marrant que ces publications scientifiques, ce soit juste une liste, un catalogue de il y a telle étude qui parle de ça, il y a telle étude et pas plus que ça. Et ça a l'air de pouvoir être ça. Pour étudiants en psychologie ou une association, mais en fait on ne sait pas puisqu'il n'y a aucune référence. Les deux seules publications académiques à proprement parler que j'ai trouvées sont une méta-analyse sur la schizophrénie et une étude sur les troubles alimentaires. Aucune des deux n'est particulièrement citée, n'est particulièrement devenue une référence dans le monde scientifique. Et aucune des deux ne porte précisément sur les sujets sur lesquels elle est interrogée dans les médias. Et donc, dans le cadre de ce portrait, forcément, tu as dû lire et visionner des dizaines et des dizaines d'interventions de Marie-Estelle Dupont. Est-ce que tu as pu identifier quel était le style Marie-Estelle Dupont ? Sur la forme, Marie-Estelle Dupont emploie des mots souvent très compliqués qui peuvent être très impressionnants. Des pressions essentielles, leur pulsion épistémophilique, une superstructure technocratique, des subjectivations. Tous ces termes qui ce serait pas mal que je me penche sur le truc. Existent vraiment, ils peuvent être impressionnants. Et en même temps, quand on a un petit peu de repères en sciences sociales ou de base, on repère un petit peu que ces termes vont pas forcément ensemble en fait dans les théories ou en tout cas que ça fait beaucoup de mots valises dont on se demande un petit peu la raison de l'usage dans des médias généralistes. Elle crée un effet. Elle joue un peu le personnage de François Rollin dans Kaamelott, c'est vraiment ça quoi. Voilà, ça cite des trucs un peu, parce que ça fait classe, quoi. Ça impressionne le chaland. D'exhaustivité, j'ai envie de dire. On a l'impression que ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est exhaustif, c'est la vérité, c'est scientifique. Elle sait de quoi elle parle, en tout cas. Et en même temps, elle crée aussi un effet d'alerte très importante sur les auditeurs et les auditrices ou les spectateurs et les spectatrices. Ça, on est vraiment dans un temps où les gens cherchent à avoir ce type de discours alarmiste, d'extrême droite, de... tout va mal. Je sais pas si vous aviez vu la réaction de... Comment il s'appelle Philippe de Villiers. Il y a un moment, je sais plus, il y a une vidéo de lui qui était sortie il y a quelques mois où c'était par rapport à un événement et tu sentais que pour lui, c'était comme si on lui annonçait qu'il y avait la fin du monde là, quoi. Par rapport à des questions d'immigration, évidemment. Mais tu sens que vraiment, dans sa chair... il a l'impression que ça veut dire la fin du monde, quoi. Et les gens qui sont attirés par l'extrême droite sont beaucoup dans ce ressenti-là. Et vont chercher aussi du contenu qui va les conforter. Il y a une séquence qui est particulièrement intéressante et révélatrice du mode de fonctionnement de Marie-Estelle Dupont et des questions que ça peut poser. C'est un moment où elle intervient pour parler du porno. Pour citer... c'est marrant qu'elle parle de porno. Pour citer Meyer Habib... Voilà, les gens d'extrême droite, voilà, la peur de l'étranger, les discours alarmistes, apocalyptiques, c'est leur aphrodisiaque. Il me fume, meilleur ami, il me fume. Et des conséquences du visionnage d'images pornographiques sur les enfants. C'est sur CNews et Pascal Praud lui demande « Comment on mesure les conséquences pour un enfant d'avoir vu des films porno sur sa vie intime et personnelle ?» Et Marie-Estelle Dupont répond BFM TV, alors de manière très simple, par des expériences neurobiologiques, vous faites visionner surtout que BFM, ils essaient de courir après ces news et tout. Enfin, on est dans un temps un peu sombre, je pense que vous avez remarqué. D'images porno à des mineurs avec des capteurs sur le cerveau, et vous verrez que les réactions neurobiologiques sont les mêmes que dans un trauma. En fait, c'est pas possible de mener cette expérience pour tout un tas de raisons. Déjà, d'un point de vue éthique, ce serait absolument impossible de
faire une étude scientifique sérieuse dans laquelle on montre des images pornographiques à des enfants, à des mineurs. Je pense que c'est pas ouf de faire ça en tout cas. Deuxième point, il n'y a pas vraiment de manière d'évaluer des zones du cerveau qui représenteraient le trauma, puisque les traumatismes en fait sont des réponses de long terme. Il n'y a pas de zone du cerveau qui clignote et qui dit voilà, je suis en trauma. Et surtout, comment tu établis c'est quoi les zones qui sont activées au moment du trauma, puisque normalement t'as pas de trauma au moment où t'es branché. Ça n'existe pas. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi lui donne-t-on autant la parole et quelles sont en fait les réelles visées de ces interventions ? On ne sait pas vraiment quelle est la visée. Est-ce qu'il s'agit vraiment sincèrement d'informer le grand public sur des faits avérés ? Auquel cas, pourquoi ne pas, dans ce cas, avoir une approche plus scientifique ? Ou si, autre hypothèse, la visée de ces prises de parole n'est pas forcément de relater des vérités, mais en fait de porter un message politique, d'alerter, de dire c'est en fait la société progressiste, c'est les valeurs LGBT. En ce moment, à la rentrée, on est en train de beaucoup parler de la question LGBT, qui finalement est en train d'essayer de substituer à la loi biologique et au fait... On en parle beaucoup, en fait c'est les réacs qui en parlent beaucoup, c'est leur obsession quoi. C'est eux qui sont dans des paniques morales là-dessus, sinon les gens vivent leur vie en fait. Il y a 2 genres chez l'être humain, et c'est la limite, et il va falloir accepter nos limites et arrêter de croire qu'on est tout puissant, et c'est très dangereux. Parce que si vous voulez, quand on enseigne à un enfant que le réel n'existe pas, c'est intéressant ce discours. En quoi dire qu'il n'y a plus que 2 genres, ce serait être tout puissant? Pourquoi? Ça n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire que on voit qu'elle part d'une valeur. L'être humain doit accepter ses limites. Il n'est pas tout puissant. Peut-être même qu'on peut imaginer qu'il y a des puissances autour de lui, une puissance en particulier, une puissance divine, etc. Voilà, elle part de cette valeur-là et elle applique à la question du genre, mais un peu comme ça, quoi. Il y a 2 genres, c'est tout, c'est comme ça. Rendre psychotique. Et là, on est dans un message politique caché sous un vernis qui se prétend, en tout cas, expert. C'est peut-être pas sa responsabilité à elle directement, mais c'est celle, en tout cas, des médias qui l'interrogent en la présentant comme telle et en ne faisant pas forcément le travail de remise en cause. Son profil, en fait, est pas du tout unique, est pas du tout un cas singulier et pose vraiment la question du terme expert qu'on entend souvent dans les médias et qui recouvre tout un tas de personnalités différentes. C'est-à-dire que ça va du chercheur qui a publié une thèse sur le sujet, qui travaille depuis 15 ans sur Est-ce que tes amis t'appellent Hombre sujet, etc., à quelqu'un qui en fait s'est passionné pour quelque chose, a écrit des livres dans des maisons d'édition très très situées ou obscures et qui du coup se prétend spécialiste du sujet. Et parfois les médias s'y perdent un peu ou sont pas super clairs dans la manière de présenter ces personnes-là. Et ça pose question. Ça pose question parce que c'est des personnes omniprésentes qui n'ont pas forcément... J'ai écrit une vidéo sur le sujet, je suis spécialiste. L'expertise que d'autres personnes pourraient apporter. Ok Alizé, merci. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article Marie-Estelle Dupont, Psycho-Quack à droite toute, signé Alizé Vincent, à lire en intégralité sur arrêtsurimage.net. Vraiment, ça se voit, c'est été écrit par des millénials, hein. Psycho-Quack. Ok. Combien de temps? Une petite heure, tranquille. Ok, donc, voilà, hein, vidéo sur Marie-Estelle Dupont. Je verrai si ça peut valoir le coup de faire des vidéos par rapport, pour voir sur quoi elle se base pour dire ce qu'elle dit, pour décrypter un peu ses discours quand elle essaie d'utiliser des mots compliqués. Est-ce que ça a un sens, son discours? Peut-être je vais faire comment on appelle ça? Peut-être je vais faire le zététicien. Oui, on va analyser la rhétorique et tout. Ok. Ça donne pas envie, en tout cas, Marie-Estelle. On va passer totalement à autre chose avec la vidéo de Akash pour Rap Plume, dans laquelle il parle du rapport entre l'extrême droite et le rap.
ça aussi, ça fait un certain temps que c'est sorti. Ça fait combien de temps? C'était sorti fin novembre. Et donc, ça fait un peu plus d'un mois. Et pareil, j'avais vu ça. Je me suis dit, ah oui, il faudrait que je fasse un react comme ça. Il faudrait que je regarde ça en live. Bah, c'est aujourd'hui, voilà. C'est la rentrée. On va regarder ça ensemble, voir qu'est-ce qu'il a à dire sur le sujet. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Il y a notamment un journaliste qui avait bossé pour le média Bouscapé, où on voit... C'était sorti sur Twitter les tweets qu'il faisait, machin, où on voyait que, bon, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Yo, c'est Akash, le rouge comme Rackham, et bienvenue sur Rap Plumard. Aujourd'hui, on va parler politique et rap, on va parler extrême droite et rap, donc je préfère mettre un grand trigger warning. Ça va être sensible, on va montrer... C'est Akash le rouge sur Twitter, n'hésitez pas à le suivre. Très des images sensibles, donc bien évidemment, pour ceux qui n'aiment pas être exposés à ce genre de contenu, ça va pas être la vidéo pour vous malheureusement. Pour ceux qui ont suivi, récemment, on a commencé à travailler avec Street Press, un média qui est bien connu de tous, que vous pouvez retrouver un peu partout sur leur réseau, on va linker. On a fait des cross-posts avec eux, et sur le dernier, on a parlé de leur travail autour de la division Martel et de ce qu'ils ont appelé les Faflix. Dans ce travail-là, on va retrouver des extraits que je vais vous mettre. Super, hein, quelle ambiance. D'accord. L'extrême droite, donc du coup ça parle de Freeze Corleone, on me demandait ça, donc oui, enfin, en tout cas on l'entend. Donc voilà, l'extrême droite écoute du rap, on voit aussi Weshden, donc voilà, du rap et musique un peu proche du rap, et pop urbaine, machin. Et aussi va l'utiliser dans ses contenus, donc effectivement ça peut se poser souci vu l'histoire du rap quand même. En même temps, quand l'extrême droite française se met au rap, ça finit par pleurer salement. Quand elle s'y met, oui, mais du coup, quand elle utilise du bon rap, qu'est-ce que ça dit de notre société? Dans les extraits que vous avez vus, on va apercevoir des faf, appelons-les pour ce qu'ils sont, qui s'ambiancent et dansent sur des morceaux de rap bien connus, de Hustle l'Enfoiré, qu'on fait un montage vidéo, un Musicali ou un truc du genre tout mignon sur un morceau de H22 et Freeze Corleone. On les voit aussi danser sur un morceau de Weshden. Ça devient inquiétant parce que de plus en plus, on voit que cette population déjà grandit et surtout a mis un pied dans le rap. Comme on parle de politique, c'est important de préciser certaines choses. Et qu'ils écoutent du rap, c'est de la bonne musique. Why not? Qui se sentent comme ça, qui se sentent pas ridiculisés, qui sentent pas qu'il y a quelque chose qui ne leur appartient pas, qu'ils se sentent pouvoir s'approprier cette musique. Ça dit quelque chose de la musique en elle-même, ça dit quelque chose de la société plus globalement. On est dans une société qui vire à l'extrême droite. Pour avoir écouté du rap, il n'y a pas besoin de lire Marx, il n'y a pas besoin d'être un horrible gaucho pour certains. On respecte les opinions de tous, on respecte l'avis de tous et la politique bien entendu de tous. Par contre, c'est important de préciser que la xénophobie, que la hiérarchisation des races, que le racisme en général, ce n'est pas des opinions. Il faut donc les combattre. Un des grands palmarès du rap français, et ça depuis sa création, c'est que quand il s'agit de chasser du skin, généralement vous le retrouvez. Et un jour, on avait une soirée hip-hop. La sonnerie retentit en plein milieu de la soirée parce que c'était comme une lumière. On est deux potes, on va ouvrir la porte de la soirée. Je vois devant deux skinheads, bomber, drapeau français sur l'épaule. Et ils disent texto, on voudrait voir ce que c'est une soirée rap. Est-ce qu'on peut rentrer sans qu'il nous arrive d'embrouille ou sans que personne nous saute dessus, sans qu'on se fasse lyncher? J'ai dit écoute, vous rentrez tous les deux, venez voir comment c'est et personne ne vous touchera. Et au moment où ils sont rentrés carrément dans la boîte, alors carrément tout le monde a tourné la tête et a regardé. On va expliquer pour. Je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas quoi penser de soirée des faves débarquent en minorité, hein, ils sont deux, machin. Ah, on voudrait bien voir, il y a moyen qu'on rentre tranquille. Et vas-y, rentre tranquille. Je sais pas quoi en penser. Ça dit aussi qu'ils n'ont pas d'imaginaire propre, ça c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que leur imaginaire aussi n'imprègne pas le rap? Je sais pas s'il va parler de ça, mais on peut aussi se poser cette question. Beaucoup de personnes d'extrême droite qui écoutent du rap, de ce que je vois, je retiens un rapport au virilisme, à la musique populaire. Ouais, il y a tout ce truc-là. Peut-être il va en parler. Il y a Benjamin Veil qui a écrit un bouquin, moi que j'aimerais bien inviter en live un jour pour une discussion qui, je pense,
sera très intéressante avec une autre personne aussi qui écrit sur le rap et qui parle de sexisme, racisme, capitalisme par rapport au rap. Et qui pose la question de qu'est-ce que c'est que ce truc-là du racisme qui va te cantonner à un truc et de rappeurs qui vont rentrer dans ce moule-là. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit du rap, etc. Un peu à l'image de Booba, quand il dit le vigile me suit dans le magasin, il a raison, il me connaît. Alors, il individualise le truc en disant oui, il a raison de me suivre, moi. Mais, voilà, cette manière d'incarner dans le rap, où effectivement il y a des codes de virilisme, etc., dans l'imaginaire d'extrême droite, il y a tout ce côté les Noirs, les Arabes, vraiment, de toute façon, ce sont des bêtes, donc ils sont dans le virilisme, dans la force, etc. Quitte parfois à admirer ça, à dire ouais, mais nous, voilà, par exemple, les faves qui se sont fait botter le cul à Romans-sur-Isère, voilà, comment ils justifient aussi, ils disent ouais, mais nous, on est plus civilisés qu'eux, donc c'est pour ça, ce sont des sauvages, donc forcément, on s'est fait défoncer, parce que nous, on n'est pas comme ça, et parfois, ils peuvent dire, de toute façon, ouais, non, faut aussi que nous, faut qu'on n'ait pas de pitié, machin, mais voilà, ça n'empêche pas le racisme, bien au contraire, ça peut le nourrir. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça dit de ça? Quoi et comment est-ce que petit à petit on s'est retrouvé comme dit Youssoupha, c'est... attends, il dit quoi? C'est la seule musique... Je sais plus ce qu'il dit. Sur le rap, il dit c'est la seule musique qui, je sais pas quoi, depuis que le rock n'a plus de couilles, quoi. Il y a ce côté un peu contestataire et viriliste qui peut, y compris, plaire des gens d'extrême droite. Avoir ce genre d'image et donc avec des personnes qui sont d'extrême droite, qui prônent le renvoi chez eux de toute une partie de la population française. Comment est-ce qu'ils se sont mis à écouter du rap? Pourquoi ils se sont mis à écouter du rap? Et surtout, en quoi c'est dangereux pour nous qui sommes le rap? On a tous connu le phénomène qui fait que sur les 15-20 dernières années, le rap a connu une immense expansion. Il y a eu tout un tas de vidéos, d'articles. Bon, et apparemment, il va plus parler de pourquoi des gens d'extrême droite écoutent du rap. Et je trouve le plus intéressant, c'est bon, effectivement, là, il va parler du fait que le rap explose, etc. Est-ce que le rap d'hier est moins écoutable par des gens d'extrême droite? Oui, non. Ça, je trouve que c'est la plus intéressant. Est-ce qu'il y a une évolution du rap qui fait que ça devient écoutable pour des gens d'extrême droite? Ou alors, est-ce que tout simplement, là où c'était quelque chose de nouveau, les gens, y compris qui sont orientés d'extrême droite, ont grandi aussi avec le rap comme un peu tout le monde. Et surtout, qu'est-ce qui, de l'extrême droite, influence le rap? Par exemple, quand on a... Alors là, c'est pas directement dans la musique, hein, mais... quand on a un Booba qui va citer Zemmour en disant « Ouais, il a raison, pas toucher à nos enfants, attention, je sais plus si c'était sur quoi, si c'était sur les LGBT ou les cours sur de l'éducation sexuelle, machin, mais voilà. Où est-ce qu'il y a des incointances qui ont été faits autour de la gentrification, autour de... Ou ces rappeurs qui... voilà, Dinos qui dit... qui va remixer la phase de SCH qui disait « Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni PD ». Il va remixer cette phrase-là, je sais pas, 10 ans après, 15 ans après, en disant « Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni non-binaire ». Et t'es là genre... Comment tu peux faire pire que cette phase qui déjà... Bon, bref. Paupérisation du rap. Et donc du coup, ce qui était une musique de niche, donc une musique clairement issue des quartiers populaires... Là où Dinos n'est pas, par exemple, dans un rap viriliste comme peut l'être un Booba, par exemple. Dinos, il va pas être dans cette image qui peut coller à des stéréotypes racistes, contrairement à Booba. Et du coup, forcément, tout ce que ça implique. Maintenant, c'est retrouvé, mise à la disposition et surtout mise en avant pour la majorité de la population, que ce soit du 12-25 et même au-dessus maintenant. Donc on se retrouve avec tout un pan de la population qui est bien en décalage, avec
ce qu'est le rap comme culture. Le problème qu'on a avec un public qui est en décalage de la politique, c'est que pour beaucoup, du coup, ils vont passer à côté d'un message. Il y a un message qui est très important dans le rap. On connaît Youssoupha, on a connu Sniper, La Rumeur. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a la rage dans nos propos. Le deuxième problème auquel on est exposé... Dans cette musique qui dit que c'est une musique depuis que le rock n'a plus de couilles. Donc c'était menace de mort par rapport à Éric Zemmour. Oui, encore lui. Bref, je sais plus ce que j'allais dire. Je me souvenais, bon, c'est des souvenirs qui remontent à loin, donc ça doit changer, mais il y a moins de 10 ans, ça citait beaucoup d'ici chez eux. Dans l'extrême droite, ça me surprend par contre, parce qu'il est pas trop, voilà, il est pas trop là-dedans, il est pas trop dans le truc virilis machin où ça peut se retrouver à l'extrême droite, quoi. Maintenant, c'est que là je vais parler de mon côté, pour les médias, il y a eu un grand moment où on a raté cette phase où on aurait dû peut-être davantage éduquer le public, peut-être davantage mettre l'accent sur la culture hip-hop, est-ce que ça impliquait, la culture rap, est-ce que ça impliquait, et... Ça, c'est un discours qui existe beaucoup, je sais pas à quel point je suis d'accord, parce que peut-être que ça n'a pas été fait il y a quelques années, aujourd'hui vraiment, t'as plein de trucs pour... avoir accès à ce que c'est que la culture hip-hop, l'histoire, etc. En vrai, il y a plein de trucs qui existent. Et en même temps, voilà, il disait, des gens qui sont pas éduqués politiquement, est-ce que le message va passer à côté? En vrai, pour moi, si ton rap est bon, ton message va être reçu, quoi, quel que soit ton message. Donc... pour moi, le rap devrait suffire en lui-même à empêcher que le message ne soit pas reçu. La question, c'est quel message tu essayes de transmettre. Je pense, pour moi, la question est de tout ça. Encore aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de médias qui ont du mal, de plus en plus. Par exemple, on a quand même un Us l'Enfoiré qui, à un moment, a projeté de performer à Tel Aviv. Et c'est le public qui a dû lui dire « Gros ». Ça, c'est non. Et le public lui a tellement mis la pression, et pourtant, le chèque, il était... le chèque, il était doux, hein, mais il a dit non, j'ai trop à perdre. Mais vous voyez, c'est-à-dire que c'est un truc qui ne serait pas arrivé il y a quelques années, un rappeur qui va à Tel Aviv, c'est-à-dire qu'il y avait une inclination presque naturelle, j'allais dire, à être proche de lutte, notamment la lutte pour la Palestine, quoi. Donc je pense que c'est plus le milieu rap et les rappeurs, mais aussi là où il n'a pas tort, parce qu'il parle de l'éducation des auditeurs. Pour moi, c'est plus les discours politiques dans les quartiers, j'allais dire, dans les zones dont sont originaires beaucoup de rappeurs. Il y a certains fondamentaux qui ont disparu parce que aussi la part militante de ces quartiers, en fait, est dans des conditions où elle se fait dézinguer et où c'est très compliqué de survivre et de pouvoir porter un message, qui fait que y a des générations qui sont moins sensibilisées à ça. Pour donner un exemple, dans le rap des années 2000, des Frantz Fanon, des Aimé Césaire, c'est très largement cité. Là, il citait par exemple Youssoupha. Moi, des Patrice Lumumba, c'est en écoutant des Youssoupha que je découvre. Mais parce qu'il y avait une envie, beaucoup de... il y avait une envie, il y avait une culture, voilà, ça c'est par exemple dans l'histoire du secteur A, avec le producteur Kenzie. Kenzie, quand il produisait des rappeurs, notamment des rappeurs noirs, il leur faisait lire du Fanon, tu vois, des choses comme ça. Il y avait ce truc-là de ça, tu dois connaître. Ça, tu dois connaître pour ta propre culture, pour ta construction de citoyen, tu dois connaître ça. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe encore et qui a encore les conditions d'exister.
Moi, c'est plus là que je situerais le problème. Les gros médias, donc comme nous, Raplume, on a vu aussi le travail que fait Bouscapé récemment, autour justement... Tout ce que je suis en train de dire, c'est comment l'antiracisme a été dézingué, notamment par la gauche. De toutes les questions sociales, toutes les questions politiques. Et c'est important de remettre tout ça dans la culture parce que ça nous invite au troisième point. La musique qu'on a connue, donc comme je vous ai cité tout à l'heure, avec des extraits qui peuvent prétendre faire du rap sans prendre position. La violence, ça afflue sur mes compositions. Ah, vous voyez qu'on retourne dans... Il y a eu des morceaux qui ont amené pas mal. Alors, ce qui est dommage, je sais pas ce qu'il va développer, mais en vrai, parce qu'il y a tout un discours de « Ah, il n'y a plus de rap conscient, machin ». En fait, il y a toujours des messages dans le rap et des messages ultra politiques, ultra conscients et tout. C'est juste que il y a moins de dichotomie entre... En fait, pour moi, ce qui se passe, c'est pas qu'il y a plus de rap conscient, c'est qu'il y a une domination du modèle que Booba a appelé puzzle de mots et de pensée. Ce qui a plu pour moi, c'est le rap à thème. C'est-à-dire, je vais rapper sur ça, et pendant 3 minutes, je vais parler que de ça. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal disparu. Et du coup, en fait, il y avait des raps à thème avec des sujets conscients qui font que on se dit « Ah ouais, ça c'est du rap conscient, machin ». Mais aujourd'hui, le rap conscient, ça va être, je parle un coup de la meuf que j'ai serrée en boîte et un coup mais qu'est-ce qui se passe en Afrique. C'est devenu un peu ça, le rap, mais il y a toujours quand même des réflexions. Il y a, je pense par exemple au dernier, pour moi, le dernier projet qui m'a un peu giflé, c'est le projet de La Fève, qui est quand même une des figures montantes ou des figures importantes de la scène rap, et qui termine dans son outro, dans son album, en disant qu'il se renseigne sur l'origine des guerres, etc. Donc il y a toujours cette curiosité, cette envie d'aller se renseigner. Pareil dans Bitume Caviar, Limsa, qui est lui un peu plus âgé, qui dit, il y a toujours de la friction quand on se demande pourquoi l'Afrique sombre, etc. Il y a toujours ces réflexions-là qui existent quand même. Mal d'artistes à prendre des positions très politiques, donc avec le morceau Marine de Jam. Et ce qui est dommage, c'est que là, il va prendre les exemples les plus évidents. Salut Coxinou, j'aime pas le rap, c'est une musique de Sauvage MDR, bienvenue à toi. Et du coup, il prend les trucs vraiment... là c'est du rap à thème, en fait. Le thème, c'est Marine, voilà. Donc, j'emmerde qui, le Front National? Je suis d'accord avec elle, hein, mais... Il y a une confusion, pour moi en tout cas, dans la définition que j'en donnerais, entre rap conscient, c'est-à-dire un positionnement politique du rappeur, et rap à thème qui peut être un thème conscient, quoi. Fait que je fasse mon entrée en essayant d'être professionnel. L'époque de Diams, c'est un exemple. Avec le morceau Brûle de Sniper, autour de toutes les paroles de l'ancien président mis en accusation et condamné multiplement, Nicolas Sarkozy. Sur le feu, comportement indigne, tu prétentieux, trop ambitieux, tu vas nettoyer qui? Et autour bien entendu des émeutes suite à la mort de Ziad Ebouna. De nos jours, on voit de moins en moins des positions être prises, personne n'est là pour juger. Néanmoins, on voit que ça participe aussi petit à petit à la perte d'une partie du message rap, qui est justement que tout le monde peut se reconnaître dans un morceau de rap, mais pas si t'es d'extrême droite. On remarquera que le fait que les rappeurs, particulièrement les professionnels de la musique, se soient désintéressés d'une partie de la politique, ça vient aussi du fait que le discours autour du rap, même si on a toujours des irréductibles journalistes qui continuent à dire que c'est une sous-culture. Je pense que le rap est une sous-culture. Hein. Ce qui est dommage, c'est que toutes les références sont datées des années 2000. Le fait qu'ils disent, on continue de dire que le rap est une sous-culture, et que pour ça, ils doivent utiliser un truc de Zemmour. Regardez, il est encore brun à l'époque. Il a encore des cheveux. C'est pour dire à quel point ça date. Je trouve que ça devrait déjà dire quelque chose. En fait, on n'a pas tant ce discours-là que ça de... quand même, c'est une sous-culture, ça veut pas dire que les gens ne le pensent pas. Hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mépris, etc. Mais ce discours très frontal, en vrai, je pense qu'à l'époque où Zemmour le tient, il est pas tant tenu, et c'est pour ça que ça nous a marqué d'ailleurs. Mais qu'il y a toujours quand même ce mépris-là de « Ah oui, c'est rigolo, machin ». Et en fait, je sais pas, par exemple, t'as CNews quand même qui existe aujourd'hui. CNews ne passe pas ses journées à taper sur le rap. Pourtant, on pourrait imaginer que ce soit sa ligne.
d'analphabètes. De plus en plus, on a des médias qui acceptent le rap, qui embrassent le hip-hop. On en retrouve dans des pubs, sur TF1, on en retrouve un peu partout maintenant. Il y a eu toute une époque dans la musique où les rappeurs étaient en première ligne de mire face au discours de tout un tas de journalistes, face à tout un discours de plein de professionnels de la musique qui estimaient que le rap était une sous-culture. Et donc du coup, forcément, ils étaient obligés de prendre position, ils étaient obligés d'en parler dans leur musique. Le public était tout à fait conscient de ces choses-là. Pour moi, la question, elle est plus, voilà, c'est TF1, voilà, on en voit sur TF1. TF1 produit du rap avec son label Play2, machin. Pour moi, la question, elle est plus du parcours idéologique des capitalistes. C'est-à-dire, quand TF1 produit du rap, les personnes qui détiennent TF1, quel regard elles portent sur le rap, quel regard elles portent sur la société, et du coup, en quoi ça influe sur la musique qui est produite et pas, ou pas, voilà, quelles vont être les tendances. Et ça, c'est ce qui est abordé dans le bouquin de Benjamin Veil, qui s'appelle « À qui profite le sale ?» Voilà, avec tout ce truc-là d'une vague qui est arrivée de ce qu'on appelle le sale, donc du rap très trash, machin, qui est arrivé notamment avec la trappe. On dit, voilà, je fais du sale, etc. D'accord, très bien. Ces codes-là de rap, à qui profitent-ils ? Qui va en tirer le plus de bénéfices à la fin ? Voilà. Et comment, justement, le capitalisme va plutôt favoriser tel type de musique et plutôt que tel autre. Maintenant que la musique s'est un petit peu développée, il y en a un petit peu partout, sous toutes les formes. On voit que les artistes ont de plus en plus de mal du coup à condamner que ce soit des positions prises par les médias ou des positions prises plus globalement par un système ou des politiques, parce que le rap... Il a commencé en disant il n'y a pas besoin de lire Marx, etc. Et c'est vrai que je suis dans une analyse un peu marxiste. Plus vraiment le point sur lequel on attaque, comme un peu avant le rap, il y a eu les jeux vidéo par exemple. Et un bon contre-exemple à ça, c'est le cas de Medine, bien qu'il soit un rappeur encore actif aujourd'hui, est un des rappeurs les plus... est-ce qu'il y a du rap conscient? Oui, il y a Medine. Medine, c'est un rappeur engagé, machin, c'est le rappeur engagé d'aujourd'hui. Oui, c'est un exemple un peu paradigmatique et un peu excessif, quoi. C'est un exemple un peu extrême. Mais voilà, moi j'ai cité La Fève, j'ai cité Limsa, qui sont pas des rappeurs engagés comme peut l'être un Medine, mais qui peuvent avoir des phases. Ou un Kalash Criminel, mais il a plein de phases ultra conscientes, machin. Mais même lui, Kalash Criminel, c'est presque beaucoup. Je sais pas, un Vald, qui est le rap débile par excellence, il y a un moment où il parlait il y a un son, il y a quelques années, où à un moment, il a une phase sur les 200 filles qui avaient disparu, je crois que c'était au Nigeria, non? Là, on a oublié cette histoire-là, mais voilà, il y avait ça, et voilà, il faisait une phase là-dessus. Alors, le rap fait moins de bruit à cette époque, et du coup, ça passe moins dans les places publiques. Je dirais que le rap s'est libéralisé, oui. Le dernier gros scandale du rap qui a percé dans les médias, c'est Nick Conrad avec son Pendez les Blancs. Et Nick Conrad a été connu grâce à l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui l'a fait connaître. Nick Conrad est quelqu'un de... Moi, quand il y a eu la polémique, j'ai pas trop calculé, très franchement. J'étais en mode, ouais, mais votre gars, on le connaît pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi vous sortez un gars, on le connaît même pas, machin? Et Pendez les Blancs en soi, c'est vachement intéressant comme démarche artistique. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, pour le coup, a un discours politique construit, qui était passé dans Kif Taras, et c'était intéressant, hein, ouais. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'on se l'écoute en live un jour. Politique qu'on peut trouver sur la scène rap, et aussi un des rappeurs les plus exposés à ce que ce soit les trolls d'extrême droite ou même des politiques qui le suivent et font des pétitions pour pas qu'il fasse de concert, qui essayent de le condamner multiplement pour des déclarations qu'il a faites et que tout le monde a très bien compris. Et on voit que lui, justement, n'a pas le choix et souvent se retrouve à parler de politique et que ça se retrouve dans sa musique. Alors, pour certains, j'imagine que vous me direz en quoi c'est grave. Après tout, c'est des auditeurs comme les autres et ils font rien de mal. Alors, comme vous avez pu les voir sur les images, ils font beaucoup de choses de mal, et le gros problème, c'est que premièrement, ça enlève une grande partie de la culture dans le rap, ça le vide de son essence. C'est pas juste de la musique qu'on écoute, les paroles ont un sens, les mots ont un sens, de tout temps, et depuis 40 ans maintenant que le rap est vraiment popularisé en France et qu'il y a un mouvement rap français. Ce qui est dommage dans ce truc de les mots ont un sens, etc., ça donne l'impression que le rap, c'est avant tout le message. Et là, les puristes vont dire, ouais, mais attends, justement, un des premiers sons rap s'appelle The Message et tout. Et justement, le rap, c'est d'abord de la musique pour danser. Hein.
où tu peux passer un message, effectivement, mais c'est d'abord de la bonne musique, c'est avant tout ça. Et voilà, dans notre culture très française, très littéraire, parfois on peut... moi, je sais que j'ai eu cette tendance-là à être vraiment... Le rap, c'est de l'écriture, machin... C'est de la musique, faut pas oublier. De tout temps, on va trouver des rappeurs qui ont condamné et qui ont combattu les idées d'extrême droite. L'autre problème, et là il est extérieur au monde de la musique, vient du fait que ça fait partie d'une stratégie que l'extrême droite utilise depuis très longtemps et dans plein de médiums. Ils vont s'approprier des choses qui sont issues de la culture populaire et vont essayer de les rendre petit à petit trendy ou vont essayer de les rendre petit à petit proches de leurs idées. Et ça, justement, c'est ce qui explique le fait qu'on doive les combattre. Ils ne viennent pas juste prendre une place et regarder comme tout le monde, ils viennent pour changer complètement la culture. Ils viennent pour envahir la culture et on peut le voir de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux avec l'apparition de plein de trolls et de plein de comptes, nous sous les publications des médias ou même sous les publications d'un rappeur qui sont honteuses, il n'y a pas d'autre mot quand on voit le traitement qui a été fait sur ce qui se passe en ce moment en Palestine ou alors quand on voit ce qui se passe quand il y a des violences policières qui sont mises en exergue, où on a vu aussi par exemple aussi à l'époque des manifestations contre les violences policières, plein de rappeurs et du coup relayés et participé à cette initiative. Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux où on a vu plein de gens dire que non, le rap ne devrait pas être politique, que c'est pas la place des rappeurs de s'en mêler. Et ça nous amène au dernier point qui est très grave. L'art est, par définition, et sera toujours politique. Oui, mais très peu d'artistes se sont engagés dans les nombreux trucs qu'on a traversés. Par exemple, la réforme des retraites. Et pourtant, je pense que beaucoup n'en pensent pas moins. Mais sur cette question-là, par exemple, il y avait eu un échange entre Sadek et SCH sur... alors, SCH lui avait fait un tweet, machin. Sadek avait répondu en disant « Mais viens, on fait un truc, machin. » Et c'est quelque chose qui aurait dû être une conversation entre eux et qui a été publique. Et je crois pas qu'ils aient fait des trucs. Pareil sur la question des violences policières, sur la question de la Palestine. Je pense que la question c'est dans quelle mesure les artistes se sentent autorisés, dans quelle mesure ils sont... Voilà, à quel sérail ils appartiennent, quel est le milieu dans lequel ils sont, et est-ce que ça leur permet de se dire ça faut que j'en parle. Parce que finalement, pour l'instant, des trucs sur Gaza, j'ai vu juste un son de PNL. Et PNL, ils sont justement, eux, ils sont dans un truc d'ultra indépendance et ils sont en mode, ils font ce qu'ils veulent, PNL. Ils sont en mode, si demain on te sort un son de reggae, tu vas l'écouter, tu vois. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont pas ce truc-là de... Un peu de... la question du pouvoir, quoi. Qui a le pouvoir et comment ça peut jouer sur tes prises de position publiques ou pas. Il y a cette question-là. Et le problème, c'est que si on se retrouve à abandonner ce combat, à abandonner toute cette idée que le rap véhicule un message et qu'il est politique, pas nécessairement orienté de droite ou de gauche, mais en tout cas, les valeurs de partage et le fait que ce soit une musique qui n'avait pas d'autre point de vue que le média de masse, et donc du coup qui ne se retrouvait pas dans ce qui était dit, qui ont trouvé dans le rap tout un discours dans lequel ils ont pu se reconnecter, se reconnaître, et à qui donc ça tient à cœur. Je vais prendre 2 minutes aussi pour répondre à tout un pan des auditeurs rap qu'on va retrouver sur les réseaux, mais aussi de plus en plus en concert ou en festival, qui veut juste profiter, qui se prétend apolitique. Bien souvent, dans un milieu, il y a des gens d'extrême droite. Si vous êtes apolitique en présence de gens d'extrême droite, vous êtes aussi d'extrême droite. Comme je vous ai dit, on peut respecter les opinions de tout le monde, on peut ne pas être d'accord avec tout le monde, ça veut pas dire qu'il faut s'insulter et autres. Par contre, il y a des idées qui doivent être combattues pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Pour faire une bonne conclusion de tout ça, et si j'ai pas perdu encore tout le monde, on sait que la virée à l'extrême droite d'une partie du public et donc du coup d'une partie du mouvement du rap français doit être combattue. Qu'on peut retrouver de la responsabilité, que ce soit chez les artistes et les professionnels de la musique, chez nous les médias, mais aussi dans le public, et que de toute façon, si on ne fait rien, l'extrême... je trouve qu'il a la question des responsabilités... à part dire on n'a pas éduqué les gens, je trouve que c'est pas, il en a pas dit plus, c'est dommage. La droite va continuer. Je trouve que la question des conditions matérielles, n'est-ce pas, camarades, je trouve qu'il y a cette question-là, et c'est dommage qu'il n'ait pas cité le bouquin de Benjamin Veil qui aborde cette question-là. On a s'infiltrer, on a vu de plus en plus utiliser TikTok et des autres réseaux pour que des rappeurs d'extrême droite viennent prétendre faire de la musique, que ce soit ceux en costume cravate ou ceux qui mettent une casquette à la télé. Ça sera jamais des rappeurs, ils feront jamais partie du milieu et ils devront toujours être combattus. On va finir très simple. Je profite de ma plateforme pour dire que tant que j'aurai une parole, je ferai comme Jossman, nique le parti de Zemmour. Nique le parti de Marine, les parents bleu marine, nique ceux qui portent l'œil, ceux qui portent la haine. Ok.
Ok. Ah, c'est marrant, c'est la vidéo que j'allais chercher. Donc voilà, ça c'était le programme de stream avant de passer à cette partie finale que j'essaye d'instaurer maintenant, qui est le quart d'heure islandais. Donc bon, pour résumer sur la vidéo, c'est intéressant, mais c'est une vidéo de 10 minutes, je pense que ça aurait valu plus une bonne demi-heure là-dessus. Salut à toi, Ombreist, à la prochaine. Hein. Je pense que pour les prochains rendez-vous, déjà, il y a le live chez Supplémentiel demain. On fait du JDR, on joue à Warhammer 40 000 et on a un des joueurs dont le personnage est décédé. Donc on va continuer l'émission maintenant à 3. Ça va être particulier. À 3, c'est ça. Et franchement, on se marre bien. Donc n'hésitez pas à passer demain à 19h sur la chaîne de Supplémentiel. Et la semaine prochaine, donc moi je suis en live ici à 21h. Ça va être de l'Islande justement. Alors c'est particulier parce que je suis revenu d'Islande là à Noël quoi. Et donc j'ai fait mon premier live de l'année, c'était pour parler de l'Islande machin. Enfin quoique c'était encore en décembre. Et je me suis dit bon voilà, j'ai beaucoup parlé d'Islande, je suis allé en Islande, j'ai fait un live où je débrief machin. C'est bon, je vais laisser l'Islande un peu de côté et on verra. Mais finalement, il y a le truc, c'est que je suis beaucoup d'Islandais sur Twitter et il y a un truc qui a fait un peu scandale dans le Twitter islandais. C'est une vidéo qui sort chaque année, qui est en gros qui est une émission de sketch autour de l'année, machin. En gros, c'est ça. C'est une émission. Et les gens ont trouvé que c'était pas ouf, machin. Donc j'ai découvert l'existence de ce programme-là et je me suis dit, ce serait marrant de regarder ça en live. Donc je pense que lundi, on va regarder ça. Qui s'appelle, je vais vous retrouver déjà, si je vais sur YouTube, normalement, ils font que me le proposer. Et là, comme par hasard, ils me le proposent pas. Qui s'appelle Arrow... je l'ai pas, c'est pas grave. Donc on va... donc lundi, on regarde ça à 21h. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une interview de Doria Boutelja sur la question de l'État et la question de la race. Donc je pense que vendredi, 21h, j'hésite un peu parce que vendredi j'ai un tournage, donc normalement je devrais pouvoir être là pour 21h, mais voilà, sauf voilà, à voir, mais en principe vendredi 21h, en tout cas le live d'après, ce sera sur... On va regarder cette vidéo là ensemble. À mon avis, elle va parler de son idée là sur l'État racial intégral, là, l'idée qu'elle développe dans Beauf et Barbare. J'ai pas lu le bouquin, donc voilà, ça va être on va voir un peu ce qu'elle a à dire sur le sujet. Je sais pas, je sais que dans le bouquin, elle développe sur le Frexit, qu'elle voit comme une solution. Moi, je vois pas en quoi ça peut être une option, le Frexit, mais voilà, ça va être intéressant. On va écouter un peu Doria Boutelja et voir ce qu'elle dit sur le sujet. En attendant, on va commencer par se regarder une petite vidéo sur une météorite qui s'est désintégrée au-dessus de Reykjavik. Quand j'étais en Islande, en plus, j'y étais à ce moment-là. Et j'ai pas du tout... C'est en revenant ici que j'ai vu donc la vidéo d'ici Islande où il mettait ça. Bon, c'est juste la même vidéo qui est mise en boucle. Hein. Et qu'il y a une météorite qui s'est désintégrée. C'est ouf, hein. C'est vraiment ce pays de feu et de glace, quoi. Où il se passe tout et n'importe quoi dans ce pays. Donc voilà, il y a une météorite qui s'est désintégrée au-dessus de Reykjavik. Il y avait eu, pareil quand j'y étais, il y a le volcan qui est rentré en éruption, qui sans doute va rentrer en éruption tantôt. Moi j'ai pas vu. Alors ça se passe loin de Reykjavik, hein, ça se passe à je sais pas combien de kilomètres, mais assez loin. Mais il y a des gens qui ont pu... voilà, merci ici Islande, merci pour cette vidéo. Il y a des gens qui ont pu le voir de chez eux, voir un peu le ciel rouge au loin et tout. Mais moi, je voyais rien, j'étais pas en hauteur à ce moment-là. Par contre, ce que j'ai dit au dernier
live, c'est que j'étais avec ma pote qui m'hébergeait, on était vraiment scotché sur l'écran, comme vous savez, les moments où il y a des attentats et tout, j'étais vraiment collé à l'écran, quoi. On pouvait pas regarder autre chose, ça nous a complètement arrêté quand on a vu que le volcan était entré en éruption. Alors c'était une possibilité, hein, mais voilà, c'est un peu quand même surpris, mais voilà. Donc, on va continuer voilà, là, on est rentré dans le quart d'heure islandais. Donc, on va se lire un poème. Et ensuite, on terminera en regardant un épisode de Nature Vatkin. Petite sitcom islandaise. Et ensuite, chacun ira vaquer à ses occupations. Donc, je rappelle, poème issu de Bónusljós, qui veut dire la poésie Lidl. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc, de la poésie autour des supermarchés. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de mettre le ton et tout, parce que c'est de la poésie, quoi. Je vais lire le truc et puis on va essayer de traduire. Je vais dire quel mot je comprends, à peu près. Bon. Voilà. Alors, ça s'appelle Eilift Sumar, Endalaust for. Hier dripur smur, urkferi hitlu. Hier atlaf sumar. Eilift heust. C'est très bizarre de lire de la poésie sans rien comprendre. Sifelt for. Bleusin atltaf grain. Atltaf glansandi epli. Kjutis av nislau trudu. Jegloka augum og þreifa á banana og ananas. Ratisum og rofum, agurkum og avocado. Keran fyll af regnskógasumri, amerísku austi, ástrosku vori, allt fram streymir andalúsar árstíðir, alltaf az eilífu. Voilà, bon, je pense que c'était assez clair, mais voilà, quand même pour ceux du fond, on va... Alors, je sais pas si vous voyez bien en plus, hein, on va traduire ça. Alors, qu'est-ce que je comprends de tout ça? Alors, smur, je me demande si c'était pas le beurre, smur. Alors, altaf, je me demande si ça veut pas dire toujours, quelque chose comme ça, mais j'ai un doute. Sumar, c'est l'été, non? Sumar, j'ai un doute. Alors, il y a Eilifur qui revient beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a Eust qui revient, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, on a des aliments. Alors, grain, c'est les légumes, si je me souviens bien. Epli, c'est les pommes, la pomme. Kjotis, ça veut dire la viande. Kjotis af nis, je pense que le ni là, ça veut dire nouveau, mais nislaustruzu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yeg loka eugum. Je ferme les yeux, ça veut dire. Loka, c'est fermé. Une histoire d'avocat et d'ananas. Ouais, on voit qu'on va être sur une liste de courses un peu de... Voilà. Yeg loka... Alors, yeg, pour les gens... voilà. Le E accent aigu, ça se dit yé. Et donc, là, c'est yeg, ça veut dire je. Loka, c'est fermé. C'est comme lock en anglais. Et eugum, c'est les yeux, quoi. Le ça veut dire que c'est du pluriel, et voilà, c'est les yeux. Og threifa au banana. Threifa, ça doit être un verbe, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc je ferme les yeux et c'est quoi, j'imagine, ou je prends des bananes, je sais pas. Je pense pas que ce soit prendre, parce que prendre c'est taka. Donc banana, voilà, ça se comprend. Ananas, ça se comprend. Radisum, je pense que ça doit être radis. Alors le pareil, c'est toujours du pluriel. Og rofum. Rofum, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je rappelle que le F en islandais, quand il est entre deux voyelles, ça se prononce comme un V, donc c'est rauvum. Agurkum, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait penser à agrumes. Avocado, c'est assez clair. Et après, je crois que je comprends rien. Alors, amériscu, voilà, bon, on comprend, américain, a priori. Et donc, amériscu, oisti, du coup, je me dis, est-ce que oisti, ça veut dire sandwich ou... Qu'est-ce qui peut être américain au supermarché? Je sais pas, le sandwich américain ou le pain américain, je sais pas. Donc, le sku, là, à la fin, c'est souvent sur
pour dire les langues, les nationalités, par exemple, l'anglais c'est ensku, l'islandais c'est islensku, français c'est frönsku, voilà, hein. Donc amérisku, américain, et du coup astrulsku, ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça veut dire est-ce que alors ça devrait être australsku. Est-ce que c'est genre Autriche peut-être? Ça peut être l'Autriche. Vori, je sais pas ce que ça veut dire. Vori. Voilà, tout ça après je sais pas ce que ça veut dire. Bah, on va regarder ensemble la traduction, hein. Oula, je vais peut-être pas supprimer non plus. Alors, traduction, voilà, on supprime tout ça. Ouais, si je supprime ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Alors, voilà. On va traduire tout ça en français. Déjà, peut-être, je vais juste traduire le titre. On va voir de quoi on parle. Donc, smur, je rappelle, je dis que ça veut dire beurre. Dripur, je sais pas ce que c'est. Été éternel, printemps sans fin. Ah, c'est joli. Donc, Sumar, c'est bien l'été. Donc, Eilift, c'est éternel. Et Andailost, donc, Andailost sans fin. Du coup, j'imagine. Puisque And, ça fait penser à End. Je vais voir si Vor, ça veut dire printemps. Ouais, c'est ça. Été éternel, printemps sans fin. Ah, c'est joli, je trouve. Alors, attendez, je suis perdu dans mes onglets, là. Ah, pardon, hier, ici. Hier, ça veut dire ici. Voilà, du coup. Comme here, en anglais. Okay. Enfin, here. Alors, voilà. Ici coule du beurre. Donc, dripur, c'est comme drip en anglais. Vous voyez, goûter, drip. Donc, coule. Donc, smur, c'est bien le beurre. Ici coule du beurre de chaque étagère. C'est toujours l'été ici. Automne éternel. Ah, d'accord. Donc, Heust, c'est l'automne. Ok. Eilift, c'est éternel. C'est ok. Toujours le printemps. Donc, Sifet, for. Les feuilles sont toujours vertes. Ah, donc, Grain, c'était vert. Je savais que ça ressemblait à vert. Et en fait, je crois que légumes, parce que je pensais que ça voulait dire légumes. Légumes, je crois que ça doit être grainir. On va vérifier après. Donc, les feuilles sont toujours vertes. Donc, voilà. Altaf, ça veut bien dire toujours. Toujours une pomme brillante. Donc, pomme, c'est Epli. Donc, brillante, c'est Glansandi. Sachant que la terminaison en Andi, c'est comme ANT en français, quoi. Donc, brillante, là. Kyotis, donc la viande fraîchement abattue. Donc, voilà. Ni, je vous avais dit que ni, ça voulait dire nouveau. Donc, voilà, ça veut dire fraîchement... dit et abattu. Ok. Je ferme mes yeux. Il y a écrit je ferme les yeux, mais bon. Je ferme mes yeux et je me sens dessus. D'accord. Banane et ananas. Radis. Donc radisum, ça veut bien dire radis. Rovum, c'est navet. Agurcum, moi j'aurais parié sur agrumes, mais un peu comme ça, un peu au pif. Donc c'était concombre, d'accord. Et avocat. Quelle surprise. Kéran, je ne savais pas que c'est... Enfin, normalement, double R, je pense qu'il faut un souffle. Donc, Kéran. Donc, la caravane se remplit. La caravane remplie, pardon. Donc, filt, c'est rempli. Et du coup, c'est comme fil en anglais. Ça ressemble un peu, ça va. On s'y retrouve. Donc, rempli d'été dans la forêt tropicale. Automne américain. Printemps australien. Donc, Austrosku, c'était bien une nationalité, mais c'était australien, c'était pas autrichien. Tout coule, des saisons sans fin, toujours pour toujours. Ouais, c'est joli un peu, hein. Je trouve qu'il arrive à... que l'auteur arrive à vraiment faire de la poésie à partir du supermarché, quoi. Et donc, je voulais juste vérifier légumes, je crois que c'est grainir, légumes au pluriel. Non, grain meti. Ah, d'accord, mais vous voyez, il y a bien grain. Et si je mets juste... Voilà, ouais.
Ok. Donc c'est normal que j'ai confondu. Il y a la même racine, quoi. Mais j'avais bien en tête qu'il y avait le truc de ver, mais je pensais que ver c'était proche, mais pas exactement pareil. Ok. Donc voilà, petite poésie pour se mettre un peu dans la langue. Comme ça, là maintenant, on va se terminer sur une petite session visionnage de Night Viking, The Night Shift. Donc oui, bonjour madame. Le service de nuit, donc l'histoire, on a regardé l'épisode 1 la dernière fois, l'histoire en gros c'est une équipe de nuit dans une station-service, avec notamment un nouveau qui arrive et un manager qui est un peu excentrique. Voilà, on va dire ça.